Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première masterclass organisée par EdTech France et l'Institut G9+. Je suis Anna Semedo, responsable du cycle Innovation des communs de l'Institut G9+, qui est un think tank numérique regroupant des alumni d'une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, de management et d'universités. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux ce soir. C'est vraiment une très bonne surprise et cela nous confirme que le sujet intéresse et que le besoin est là. En effet, nous avons publié en début d'année le livre Vers une révolution de l'apprendre, dont j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être l'autrice. Le livre montre ce besoin de partage de savoir et d'exploration en profondeur de certains sujets. Donc, c'est pour cela qu'avec EdTech France, nous avons décidé de lancer ces masterclass. Vous êtes donc nos complices sur cette plateforme de lancement. Nous démarrons avec le sujet des lieux dans leurs 3 états, physique, hybride, virtuel. Nous poursuivons avec d'autres sujets qui sont les neurosciences et les neuromythes, la pédagogie réinventée, des choix et dilemmes d'un directeur learning, etc. Donc, si ces masterclass sont une réussite, c'est aussi qu'elles auront permis de créer une communauté de partage et d'exploration de ces sujets qui nous intéressent tous. Donc, toutes vos suggestions sur de nouvelles thématiques sont les bienvenues. Alors, ce soir, nous accueillons Thierry Pic, qui est professeur à l'EM Lyon et l'ancien directeur académique et de l'innovation aussi de l'EM Lyon. Thierry est un grand spécialiste des lieux et de leur rôle tant dans l'enseignement que dans le management. Il est chercheur et il est aussi homme de terrain. Il nous parlera par exemple du Silex, qui est une expérience un peu hors norme dont il est l'un des co-leaders. Le 28 avril, nous accueillerons Simon Richir, qui est professeur à l'École des arts et métiers et directeur scientifique de Laval Virtual, qui est aujourd'hui une référence mondiale de la réalité virtuelle et augmentée. Merci à Thierry et à Simon, merci à EdTech France, à Anne-Charlotte, à Jean-Marie. Merci à toutes et à tous d'être là. Bonne soirée et nous allons commencer. Merci beaucoup, Anna. C'est un plaisir de co-organiser ce cycle avec toi. Du coup, Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale de EdTech France, qui est donc un réseau d'entreprises qui mettent le numérique au service de l'éducation et de la formation. Et il y a énormément de membres dans le public. Donc, c'est un plaisir de voir que ce thème vous touche et vous intéresse. Et on le sent, hein, c'est un thème qui est à la fois porté par les pouvoirs publics, avec par exemple le volet de Definum sur les tiers-lieux de formation, le plan des campus connectés pour étudier à distance sur un territoire, sur l'Immersive Virtuality qui a réuni un peu plus de 5000 visiteurs il y a 15 jours sur justement comment le virtuel transforme tous nos modes d'apprentissage, mais aussi le monde du travail de manière générale. Et donc, ravie d'être là ce soir avec Thierry. Merci beaucoup à Thierry et merci à Jean-Marie que je vais laisser se présenter, qui a participé aussi activement à l'organisation de ce cycle avec la première masterclass du coup ce soir. Merci Anne-Charlotte. Oui, je m'appelle Jean-Marie Cognet, donc je suis cofondateur et PDG d'Ubicast, une société qui édite des plateformes vidéo privées avec des fonctionnalités pédagogiques. J'ai pris beaucoup de plaisir à aider à l'organisation de ces masterclass et j'en profite pour dire, avant que cela ne démarre, que pour les inscrits, elles seront disponibles en replay sur la plateforme d'EdTech France. Merci et je passe la parole à notre invité Thierry. Merci et bonjour à tous. Avant de commencer à monopoliser la parole, je vous propose qu'on fasse quand même connaissance, même si nous sommes très nombreux ce soir, et on va le faire au travers d'une application un peu interactive qui va nous permettre déjà de voir qui êtes-vous et d'où vous venez, et en tout cas où vous êtes ce soir. Anne-Charlotte, je te laisse pour les consignes. Oui, alors maintenant, je vous ai mis le lien dans le chat. Il vous suffit de cliquer dessus. Il y a un lien et s'affichent à l'écran les résultats. Donc, on peut savoir de quel type de structure vous faites partie. Donc, que ce soit un organisme de formation, une EdTech, une université. On a mis une catégorie autre parce que j'en oublie toujours au moins une. Donc, désolée par avance. Pour l'instant, il n'y a personne qui est dans autre. Donc, vous me faites mentir. Mais voilà, donc c'est important de voir aussi qu'on est tous intéressés par ces sujets.
qu'importe si on est d'un côté ou de l'autre de la barrière, enseignement ou entreprise privée. Donc voilà, Thierry, tu as face à toi ces statistiques-là. Voilà, c'est un peu l'objectif d'avoir un public varié et de pouvoir répondre aussi à finalement des questions et des enjeux qui sont assez proches, qu'on soit dans l'enseignement, dans l'entreprise, dans le conseil. Et c'est un petit peu le positionnement qu'on va faire ce soir. L'idée, c'est de partager ensemble des considérations communes. Et puis, alors, sur le plan technique, on se resservira de WooClap à la fin, puisqu'on va avoir aussi un moment de travail ensemble. Donc, habituez-vous comme ça à utiliser cette petite application. Voilà, donc école privée, université. Alors, Donc là, comme on parle de lieux aujourd'hui, c'est important aussi de savoir où vous vous trouvez. Donc, j'ai mis qu'une carte de France et des Outre-mer, donc désolée si vous êtes hors des frontières françaises. Mais donc voilà, il vous suffit de positionner le point. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous avez le lien dans le chat pour pouvoir participer. N'hésitez pas à cliquer dessus. C'est super, il n'y a pas que des… très bien. C'est génial. C'est parfait. Et donc, l'Occitanie est représentée en force aussi. Le Nord aussi. Très grande diversité régionale, ce qui est parfait et qui va de pair avec la diversité aussi de vos institutions d'appartenance. Donc, objectif atteint. J'arrête de partager mon écran, Thierry, je te laisse la main. Et du coup, soit vous gardez le lien ouvert dans votre navigateur, soit on vous repartagera le lien, mais on utilisera le WooClap pour la suite. Donc, gardez ouvert le lien de préférence, ça sera plus simple. Voilà, merci beaucoup pour cette introduction qui permet quand même effectivement d'avoir quelques éléments d'information sur qui vous êtes les uns les autres. Alors, je vais enlever cette commande flottante. Voilà, donc moi, je m'appelle Thierry. Je vais vous parler, bien sûr, au titre d'enseignant-chercheur, mais j'ai aussi été directeur académique et directeur de l'innovation de l'École de management de Lyon, donc en charge de la transformation à la fois pédagogique, mais pas que. La transformation de l'école, vous allez voir que les espaces de travail ont été un élément important, en tout cas dans cette transformation. Et je vais m'adresser dans cette présentation aussi bien aux représentants du monde académique, donc de l'enseignement, que du management et du monde de l'entreprise. Je vais mettre en parallèle en fait ces deux environnements, apprendre et travailler. Les frontières commencent à se diluer entre les deux. Alors, comment ça va se passer? Voilà le programme de ce soir, 2 actes. Je vais d'abord vous raconter une expérience. J'ai choisi de passer par le concret et le récit plutôt que d'un certain nombre de grandes généralités qu'on peut lire et qu'on peut voir un peu partout. C'est ce que j'appelle le détour. Je vais vous emmener ailleurs. Et puis évidemment derrière, quels enseignements on peut tirer de cette expérience et bien sûr un échange entre nous. C'est ce que j'appelle le retour. Alors, une petite introduction quand même pour parler des espaces du travail, des espaces de travail avec un petit rappel sur l'évolution des espaces de travail, avec une thèse que je défends, c'est que les espaces sont des marqueurs des façons de concevoir le management et aussi l'éducation et la pédagogie. Voilà, vous voyez Versailles, vous savez comme moi que Versailles est autant une construction politique qu'un projet architectural, avec voilà, toute la cour et sa structuration du pouvoir qui est reflétée dans le bâtiment. Donc, il y a une formule que j'aime bien qui est que l'espace régule l'espèce. On a toujours l'impression qu'on peut conditionner notre environnement, mais notre environnement, lui aussi, nous façonne. Et donc, l'espace, c'est comme une scène de théâtre. Il s'y déroule des jeux sociaux. Et donc, il faut bien penser l'espace comme un catalyseur, un support ou un outil des comportements qui soient individuels et collectifs. C'est vraiment la thèse que je vais défendre auprès de vous ce soir, et d'autant plus important en période post-Covid, puisqu'on veut recréer un certain nombre de comportements collectifs, d'engagement, etc. Donc, en quoi les espaces peuvent nous aider et contribuer à cet engagement. Voilà, les espaces, ce n'est pas qu'un ensemble de meubles, de tables et de chaises, c'est vraiment un système qui nous impacte. Alors, quand on regarde un petit peu dans l'histoire, très rapidement, l'organisation du travail, c'est clairement unité d'espace, unité de temps. Voilà, vous connaissez évidemment, tiens, je vais même vous mettre quelques petites images de cette ère industrielle.
l'approche très traditionnelle. Ah, je ne sais pas pourquoi ma petite commande revient. Donc, dans l'ère traditionnelle, c'est la standardisation du travail de production, évidemment. J'ai un peu de son. Vous n'avez pas de son, mais ce n'est pas grave, hein. Donc, voilà, les espaces sont des lieux de standardisation. Le management, c'est intensification et optimisation de la production industrielle, hein. Voilà, on est vraiment dans des logiques de production et il faut intensifier et optimiser ces procédés. Le management, c'est aussi un modèle de management vertical, hein. On appelle aussi bien sûr des contrôles, hein. Vous voyez notre hiérarchique là qui donne les ordres et voilà, et commande, avec des bureaux fermés, hein. Les bureaux sont des attributs du pouvoir, hein, avec évidemment le nombre de fenêtres aussi, un marqueur des statuts sociaux, et puis des marques de pouvoir qui sont reflétées en tout cas dans les locaux. Voilà, première étape. Deuxième étape, mais qui est une variante, hein, en fait, toujours unité d'espace et unité de lieu. Voilà, c'est ce qu'on a connu dans les années 80, 90, 2000 et qui existe toujours, hein, c'est l'open space, hein, avec un travail beaucoup plus intellectuel, par exemple les centres d'appel, hein, évidemment, même si vous voyez qu'il y a des configurations plus évoluées, hein, de l'open space qui donnent un peu plus d'autonomie. Voilà, on est clairement dans un modèle toujours de standardisation, mais cette fois-ci du travail intellectuel. Intensification et optimisation, mais de la production intellectuelle, nombre d'appels, nombre de traitements, réclamations, etc., etc. Un modèle de management qui se veut horizontal, avec le responsable qui est noyé au milieu de ses collègues. Beaucoup d'études ont montré, hein, que l'open space, en fait, était une façon détournée, finalement, de logique de contrôle, que l'open space ne favorisait pas la coopération et les interactions, pourtant, qui étaient souhaitées quelque part. Donc voilà, beaucoup de critiques, hein, sur cet open space qui reste très taylorien quand même, hein, évidemment. Logique de bureau ouvert et marqueur d'un management qui se veut libéré, entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est un peu l'utopie de on peut travailler sans manager, le manager est au même niveau que les autres, voilà. Mais on connaît bien les limites de cette approche. Alors, troisième étape, hein, très rapidement, c'est diversité des espaces dans la même unité de temps. Et là, on est clairement dans des espaces qui reconnaissent la multi-activité, le fait qu'effectivement, au cours d'une journée de travail, on va avoir besoin de se concentrer, on va avoir besoin de coopérer avec des collègues, on va avoir besoin de faire des rencontres informelles, on va avoir des moments de socialisation aussi. Et donc, vous voyez ici des exemples d'espaces qui sont conçus effectivement pour le multi-usage, avec du coup une diversité, une reconnaissance de la diversité de la nature du travail, toujours une intensification et optimisation, mais des usages fonctionnels. Je suis le mieux placé pour réaliser la tâche, soit de concentration, soit de coopération que j'ai à faire, et l'environnement me permet cette optimisation. On est dans des modèles de management agile, flexibles, où je peux changer d'environnement et changer en fonction de la nature du travail au cours d'une même journée, avec une individualisation. Chacun peut adapter aussi son activité et modularité, trouver l'espace qui convient à son activité. Voilà, on est dans ce qu'on appelle les environnements dynamiques, c'est-à-dire où on peut bouger avec du mouvement, hein, et le terme technique, c'est l'activité-based working, c'est-à-dire une conception des espaces basée autour des activités multiples. Et puis, dernière étape, hein, très rapide, c'est celle qu'on a tous connue, hein, et qu'on continue de connaître, c'est la diversité des lieux et la diversité des temps. Pour une fois, le travail n'est pas contraint dans des horaires, mais effectivement peut se diluer à façon et à la carte. Donc voilà, c'est le travail à domicile chez soi avec son chat, c'est le travail dans des tiers-lieux extérieurs, c'est le travail n'importe où à partir du moment où je peux me connecter. Donc des modèles de travail à la carte, à la fois dans le temps, à la fois dans la localisation. Toujours cette logique d'intensification et d'optimisation, mais cette fois-ci, elle est multicritère. Ma performance, mon bien-être, mes besoins individuels, mes horaires qui me conviennent le mieux. Donc là, on commence à être dans de l'optimisation multicritère, avec un management qu'on peut qualifier d'hybride. Voilà, c'est la fin des modèles uniques, hein. On va être dans des logiques aussi de délégation et de confiance, hein. Voilà, puisqu'on n'a plus nos collaborateurs sous les yeux. Donc des modèles effectivement évolutifs. Alors, ils sont basés sur des paradoxes, hein. C'est à la fois le bien-être et à la fois la performance. C'est à la fois prendre en compte les besoins de chacun et de recréer, bien sûr, de la dynamique collective et du sens commun. C'est combiner le distanciel et le présentiel. Voilà, donc c'est toute cette logique de mettre du « et » dans le management, hein, et avec un travail qui est aujourd'hui effectivement beaucoup plus nomade.
entre la maison, entre des tiers-lieux, entre l'entreprise siège social. J'y arrive. Voilà. Donc, l'espace est aussi aujourd'hui un lieu de vie, hein, où on veut retrouver au bureau des choses qu'on a à la maison, et à la maison, des équipements qui nous permettent de bien travailler avec un mélange des genres, où on va au bureau, pas forcément pour travailler, mais pour aussi rencontrer des collègues, pour aussi se ressourcer, pour aussi trouver ce qu'on n'a pas à domicile. Donc, des espaces qui se complexifient dans leur finalité. Voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais globalement, la diversité des configurations qu'on peut trouver. Alors, moi, je vais vous emmener dans une situation concrète de la création d'un espace un petit peu avant le Covid. Donc, il a aussi ce côté un peu précurseur. Voilà, qui est raconté dans un livre, hein, que je peux vous envoyer si vous intéresse, qui s'appelle « Penser, travailler, apprendre autrement », un espace qui s'appelle le Silex. Et je vais me servir de cette analogie, en fait. L'idée, hein, c'est au-delà de l'histoire, c'est en quoi elle résonne, en quoi elle vous interroge, en quoi elle vous questionne, évidemment, sur des enjeux, des réalités, des situations que vous vivez, à la fois dans le monde de l'enseignement et à la fois dans le monde de l'entreprise. Alors, un peu de contexte quand même, hein. Donc on se situe, pour mon histoire, dans une grande école, caractéristique des grandes écoles françaises, hein, vous connaissez, je ne vais pas vous lister en détail. Voilà, on est une grande école de référence, très bien classée, avec tous les attributs d'une grande école. Donc, position plutôt établie, plutôt dominante, en tout cas dans notre industrie, si je prends ce mot pour parler de l'éducation. Alors que beaucoup d'industries ou d'autres activités, voilà, on peut toujours se comparer entre nous, hein, mais vous savez, la grande disruption et ces météorites qui peuvent faire disparaître notre espèce nous guettent, comme ça a été le cas dans les médias, dans la culture, notamment avec la digitalisation, hein. Et on se pose évidemment la question du changement, hein, et de la disruption, avec voilà, le tsunami qui nous guette, hein, le tsunami du digital, des nouvelles formes de concurrence, des nouvelles attentes de nos apprenants, etc., etc. Donc, pour ça, face à cette menace, hein, en tout cas qu'on a évoquée explicitement dans les années 2014-2015, on a dit qu'il faut qu'on change nos comportements. Il faut qu'on ait des comportements d'innovation, capacité à s'adapter, à la fois pour nos participants, que ce soit formation initiale, formation continue, mais à la fois aussi pour nos collaborateurs, notre staff à l'intérieur d'une école. Une école, elle est comme une organisation, elle doit aussi pouvoir évoluer, travailler différemment, être agile et donc innover. Alors, on en a d'ailleurs créé une signature de l'école qui s'appelait Early Maker, l'idée que tout le monde devait avoir cette capacité d'initiative, d'innovation, de créativité, ce qui ne veut pas dire forcément être des entrepreneurs, hein, mais avoir en tout cas cette capacité à questionner et à remettre en cause. Et on a identifié, pour notamment le personnel de l'école, mais aussi nos apprenants, un certain nombre de compétences. Vous voyez ici une simplification d'un référentiel de compétences qu'on a mis en place. Donc, c'est être agile, capacité d'essayer, être accessible dans nos relations, être curieux, innover rendre possible. Alors, peut-être une compétence va attirer votre attention, c'est développer une mentalité multisite. On est une grande école avec des campus internationaux, en Chine, en Inde, à Paris. Mais finalement, on est encore très lyonnais avec notre quartier général qui est situé à Lyon. Donc, l'idée, en développant un autre site, finalement, dans le centre-ville de Lyon, eh bien, c'est de faire comprendre de façon très concrète aux collaborateurs lyonnais que EM Lyon, en fait, était une école multisite, une organisation multisite. Et le simple fait de traverser voilà, le tunnel de Fourvière développe, en fait, cette compétence de compréhension d'une école beaucoup plus importante que simplement au travers d'un site. Voilà. Donc, l'objectif du Silex, donc, est un laboratoire d'innovation, hein, 1000 m², situé à la Part-Dieu, ouvert en avril 2018. Voilà. Et ce récit, je pense, peut vous permettre de réfléchir effectivement à des sujets à fort enjeu, à la fois les espaces de travail, mais aussi l'innovation et la conduite de la transformation, la conduite du changement et l'évolution du management. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Comment on fait pour créer un lieu qui non seulement permet les multi-activités, hein, ce qu'on a dit, mais aussi de changer des comportements, de contribuer à faire évoluer des comportements vers plus d'innovation et de plus de créativité, qui était notre finalité. Comment on commence? Comment on s'y prend? Quelle méthodologie on va mettre en place? On a commencé concrètement par le vide.
Voilà, on a commencé par ce que j'appelle moi l'incomplétude, c'est-à-dire de ne pas penser un espace de façon complètement finie, mais de le laisser vide en disant finalement on va co-construire avec les acteurs. Et c'est intéressant en termes de message, dans les espaces, on a toujours tendance à vouloir tout penser, tout concevoir, tout finaliser. Et j'allais dire créer un lieu tellement parfait que les utilisateurs n'osent même plus le toucher. Alors nous, on a fait absolument l'inverse. On a laissé les utilisateurs le construire. Et imaginer ensemble ce que pourrait être un lieu qui catalyse et qui transforme les comportements. Donc le Silex a toujours été un lieu non fini, incomplet, chaotique, qui laisse beaucoup de liberté et d'appropriation à chacun. On a même demandé à chacun de créer leurs espaces en fonction des usages et de ce qu'ils allaient y faire. Voilà, avec ce prix que l'espace allait être une émergence co-construite par les différents utilisateurs. Et finalement, ce qui est plus important, c'est se mettre en marche, c'est expérimenter plutôt que d'avoir un modèle final ou un but très simple. Donc, on a renversé les principes. Au lieu de commencer par dire quel design et quel aménagement, on était évidemment sollicité par de nombreux aménageurs. On a commencé par, vous avez vu, l'expression assez fine de comportement et de compétences cibles, d'identification d'un certain nombre de concepts et de principes, et seulement à la fin, le design et l'aménagement, qui a en permanence en plus évolué. Alors, je vous parle de concepts et de principes. Je vais vous montrer, donc, vous voyez l'acronyme de ce que veut dire SILEX, c'est supporter l'innovation et les expériences apprenantes. Voilà. Et je vais vous montrer notre grille de concepts qu'on avait affichée au mur, donc qui était complètement visible à tous ceux qui pouvaient rentrer. Et je vais vous illustrer au travers des 3 principaux, qui sont l'hybridation. Le Silex, c'était un lieu qui hybridait les personnes. On n'avait personne à résidence dans ce lieu. On avait toujours des gens qui changeaient d'une journée à l'autre, qui pouvaient être des étudiants, des personnes du staff, des enseignants, mais aussi des gens de l'extérieur, des visiteurs, des entreprises, des startups, des partenaires de l'école, des diplômés. Et tous ces gens étaient ensemble sur le même espace au même moment, et c'était jamais les mêmes. Et puis également, hybridation des activités. On a fait dans ce lieu des cours, des réunions de travail, des séances de créativité, des conseils d'administration de grandes entreprises, des dégustations de vin, des présentations de produits, des présentations de start-up. Voilà. Je ne peux pas vous lister l'immensité des événements et la diversité des événements pour tester, encore une fois, cette hybridation à la fois des personnes et à la fois des événements. Modularité, deuxième concept clé, on avait un lieu complètement reconfigurable. En 10 minutes, on pouvait le transformer en salle de réunion, salle de cours, présentation de produits, lieu d'expression de créativité, avec du coup, vous allez voir un mobilier qui se prête complètement à ça. La modularité des lieux, en fait, pour nous, c'est un marqueur de la modularité des esprits. Donc, comment se servir de l'espace pour pouvoir remettre en cause, se mettre en mouvement, inventer d'autres configurations, faire autre chose. Et puis, troisième concept clé, le concept d'expérience que vous voyez en rouge. L'idée était que les personnes qui venaient dans ce lieu, que ce soit pour 1 heure ou pour une journée, elles vivent une expérience apprenante, c'est-à-dire qu'elles soient stimulées de tout un ensemble d'éléments qui vont leur permettre de découvrir, de comprendre, de rencontrer quelqu'un. Et si j'avais des gens qui, à la fin de leur visite, me disaient « bon, c'est un très très beau lieu », en fait, j'avais perdu mon objectif. Ce n'est pas le lieu qui compte. Et je préférais qu'ils me disent « j'ai vécu quelque chose, là, j'ai vécu… » Alors, ils avaient du mal d'ailleurs à l'exprimer. J'ai vécu une expérience particulière. Il s'est passé quelque chose dans ce lieu qui fait qu'effectivement, là, on a touché en profondeur des compétences et des comportements. Donc, dans ce lieu, vous allez le voir, il y avait tous les mètres quasiment, une sollicitation, des choses écrites au mur, un prototype d'une start-up dans un corner, les présentations de travaux d'étudiants qui étaient accessibles à tous, des présentations de recherche de nos professeurs, une information sur des partenaires, de l'information sur ce qui se passait sur nos campus à l'international. Et tout au long en fait, de la visite du lieu, ou quel que soit ce que j'allais y faire, j'étais sollicité par des informations apprenantes qui m'apprenaient des choses sur le contexte de l'école. Voilà, donc on avait appelé cet espace un espace flux, en fait, qui était beaucoup basé sur le mouvement, autour de la pédagogie par les flux, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas assis sur une chaise et sans bouger. On va déconstruire l'espace, on va découvrir autour de nous, on va rencontrer des personnes avec cette logique de sérendipité. On se laisse aussi guider par des découvertes qui sont non prévues et qui finalement contribuent à l'apprentissage et à un travail différent. Alors voilà, concrètement, après ces concepts, je vais vous présenter quelques images du lieu que vous puissiez vous rendre compte. Donc voilà quelques photos de l'accueil qui n'est pas un accueil,
Vous aviez déjà tout un ensemble de stimulations dans cette bibliothèque. Voilà, vous aviez un espace qui pouvait être un espace de détente, de travail, d'accueil aussi, qui vous permettait déjà d'avoir beaucoup d'informations hein, qui sont entre vous. Une grande cuisine derrière, qui était un peu la place du village de cet espace. Et puis, vous voyez des mobiliers complètement disparates et modulaires, avec beaucoup de technologie. On était déjà dans l'hybridation, avec une technologie transportable. Vous verrez tout à l'heure, on avait des robots de téléprésence, par exemple, où tout est reconfigurable sur roulette. On peut tout à fait avoir des configurations en réunion, en cercle de ce type-là, ou complètement déstructurées, avec du mobilier, des tableaux écritoires qui se déplacent d'une façon très simple et très légère. La possibilité de faire des gradins, donc de mettre, on était en période hors Covid, beaucoup de gens sur des petits espaces, avec, vous voyez, ces petits cubes qui sont comme des Lego complètement reconfigurables. On peut faire des tables hautes, des tables basses, des gradins, avec du coup des configurations voilà, complètement différentes. Vous voyez aussi une salle maternelle. On avait recréé même le fait que des espaces spécifiques de créativité du coup, rendaient possible des idées nouvelles. Alors, vous voyez toujours le mur écritoire et la technologie, toujours embarqués partout. Et quand on avait, par exemple, un comité de direction qui venait dans ce lieu, on leur proposait toujours d'aller faire l'expérience de la salle maternelle pendant 20 minutes ou une demi-heure pour traiter le même sujet qu'ils avaient traité dans leur salle habituelle. Et quand vous avez votre patron à côté de vous, vous êtes assis au ras du sol avec de la pâte à modeler, des Legos en face de vous, je peux vous dire que les relations et les discussions ne sont pas du tout les mêmes et qu'en général, il sort des idées nouvelles qu'on n'avait pas sorties différemment. Voilà, alors je vous montre des salles vides, pardonnez-moi, donc je vais vous montrer quand même quelques images avec des salles occupées. Vous voyez, donc des façons d'être complètement différentes, beaucoup de transparence. On pouvait complètement s'isoler et en même temps être connecté au reste. Donc c'est le « et », c'est l'isolement et la connexion. Voilà des espaces de travail dans des corners spécifiques avec d'autres groupes à côté, vous voyez, avec un mélange de gradins, de chaises différentes, toujours de transparence, beaucoup. Voilà une présentation très informelle devant un dirigeant d'un travail d'étudiant, voilà, avec beaucoup de proximité. Là aussi, hein, on s'interrompt, on discute, on interagit, ce pas du tout les mêmes dynamiques. Hein. Voilà des ateliers de travail en groupe hein, qu'on peut complètement reconfigurer. Vous voyez toujours la technologie qui est embarquée pas loin. Voilà, avec les méthodologies, bien sûr, de créativité qu'on peut imaginer, avec post-it, design thinking, qui étaient évidemment des supports méthodologiques hein, qui allaient avec l'espace. Là, on est clairement dans un atelier de créativité. Beaucoup de mobilité, vous voyez, beaucoup de mouvements. Hein. Et puis, des gens concrètement dans la salle maternelle, voilà, qui pendant 20 minutes, une demi-heure, allaient penser un peu différemment leur sujet. Voilà. Alors, quel résultat rapidement et quand on crée un lieu de ce type-là, à quoi ça sert hein, qu'est-ce que ça provoque? Quel impact? Et vous allez voir que les impacts sont multiples et variés. D'abord, quantitativement, hein, voilà, vous avez ici la fréquentation. Donc, ça a été un des lieux les plus visités à Lyon pendant 2 ans, avec surtout ce qui m'intéressait, c'était la diversité des organisations, la diversité des événements, et puis ce que cette masse de personnes internes et externes pouvait créer hein, et pouvait produire dans ce lieu. Alors voilà, ça c'est juste pour ma petite fierté, un certain nombre de personnalités qui sont passées dans ce lieu. Voilà, Monsieur Bazin, président d'Accor, est passé aussi, a fait le tour. Voilà, je ne sais pas si ça l'a inspiré pour imaginer le réagencement de ces chambres d'hôtel, Sébastien Bazin, mais en tout cas, il a visité notre lieu. Donc des résultats quantitatifs qui sont, en termes d'audience et de visite, voilà, des résultats qu'on ne peut pas louper. D'autres résultats intéressants, c'est en termes d'innovation. Hein, on avait un espace qui suscitait l'innovation. Donc, vous n'arrivez pas à lire et ce n'est pas très grave, mais on a complètement revu l'offre de services de M Lyon avec des ateliers d'innovation qui se tenaient tous dans ce lieu. Donc, c'était vraiment un lab d'innovation qui vont de la simple réunion d'équipe à la grosse réunion projet de créativité pour changer le système d'informatique. On a conçu de nouvelles offres, de nouveaux programmes. 50% de l'activité de l'école a changé pendant cette période. La plupart de ces projets sont nés au Silex, ont été développés au Silex, en adoptant de nouveaux comportements, de nouvelles méthodes et de nouvelles façons justement de se mettre en posture collective d'innovation. Donc concrètement, un apport business en termes d'innovation sur de nouveaux marchés, de nouveaux programmes, de nouveaux produits et de nouvelles offres. Un autre registre de l'innovation, c'est dans les partenariats. Vous allez voir ici du mobilier avec des panneaux acoustiques que vous voyez derrière, qui sont par exemple des panneaux produits par une PME locale, qui est la seule en France à faire des panneaux qui
qui retiennent les basses fréquences, c'est-à-dire celles qui font mal à la tête. Donc, une logique d'apport de bien-être avec des panneaux qui sont sur roulette et qu'on peut complètement, là aussi, déplacer et se faire un petit cocon à l'intérieur de cet espace si on le souhaite. Même chose pour le mobilier. On ne voulait pas avoir du mobilier qu'on loue, enfin, qu'on achète pendant 5 ou 6 ans et qu'on ne peut plus voilà, changer. On voulait beaucoup de mobilité et de modularité dans ce lieu. Donc, on a trouvé un partenaire qui nous sourçait du mobilier un peu partout dans le monde, du mobilier innovant, et qui nous le louait ou nous le prêtait comme showroom. C'est-à-dire qu'on était showroom de ce partenaire, ce qui nous permettait tous les 6 mois d'avoir du changement de mobilier et donc d'avoir un musée vivant des mobiliers du futur, quelque part. Voilà, on a fait la même chose avec la technologie. Vous voyez ici la dirigeante d'un gros cabinet d'avocats lyonnais qui n'était pas en France et qui a animé son équipe au travers d'un robot de téléprésence. Je pourrais développer, mais ça change tout en termes de relations, hein, d'avoir un robot qui se déplace vers vous et qui vient vous voir un peu comme un être humain. Voilà, on est dans des nouvelles formes d'hybridation. Et puis voilà ici un exemple de technologie de bien-être, une start-up qui a créé une lampe qui permet de faire en 10 minutes sous cette lampe rouge l'équivalent de 20 minutes de sieste, mais vous n'êtes même pas obligé de dormir. Et c'est très portable, très léger, donc là aussi avec le souci du bien-être et du confort au travail. Donc sur l'ensemble de nos aménagements, on a été dans la création de nouveaux modes de partenariat innovants, dans une logique de don contre don, prêt, location, etc. Autre élément d'innovation, c'est des nouveaux métiers. Voilà, la jeune fille que vous allez voir ici debout a créé un métier qu'on a appelé expérience manager, parce qu'un lieu ne vit pas tout seul. Un lieu a besoin de facilitation, a besoin de sens, et cette personne s'était donné le rôle de systématiquement donner de l'information sur le lieu. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce lieu, que ce soit en 2 minutes ou en 2 heures en fonction du temps du visiteur. Et puis, on l'avait aussi appelé l'ingénieur de la sérendipité, c'est-à-dire c'est elle qui organisait plus ou moins les rencontres. Quand elle savait qu'il y avait une présentation de start-up dans un coin du lieu et qu'il y avait un dirigeant qui était très intéressé par ces technologies, elle faisait évidemment en sorte que les 2 acteurs se rencontrent. Ou quand on avait des étudiants dans une salle, pareil, on essayait de créer un temps de rencontre avec les startups ou avec des diplômés de l'école, par exemple, pour faire connaissance. Voilà, donc des métiers d'interface, des métiers de prise en compte des individus, des métiers qui mettent de l'humain et qui finalement font toute la chair et toute la substance de cette expérience dont je vous parlais tout à l'heure. En termes d'innovation, alors aussi comment on communique sur ces lieux-là. Voilà, vous allez voir, le lieu est un lieu communicant, c'est-à-dire qu'on fait du lieu en fait un flagship de l'école, vraiment le porte-drapeau de l'école, et tout un ensemble d'informations très stimulantes sur la vie de l'école, affichées au mur. On avait même affiché des choses dans les toilettes, qui est le lieu le plus oublié de tous les lieux. Et en fait, tout le monde dans une journée passe une fois aux toilettes, et donc on avait mis de l'information qui était lié d'ailleurs aux toilettes, puisqu'on a un entrepreneur à Singapour qui est très proche de l'école et qui a créé une formule de toilettes sèches accessible à tous. Voilà, on a raconté son histoire dans les toilettes. Je vous cite ça pour la petite histoire. Et puis des reportings qui mettent en évidence beaucoup d'images, beaucoup de scènes de vie qui se passaient dans ce lieu, vous voyez, avec des configurations très différentes et qui étaient aussi dans l'état d'esprit d'innovation. On ne communiquait pas par tableau Excel, mais par voilà, ces récits de vie et puis quelques chiffres qui montraient la diversité des personnes qui venaient dans ce lieu. Innovation aussi sur la façon de faire du reporting. Quand vous êtes sur l'innovation, vous êtes souvent interpellé sur le KPI. Nous, on a inventé de nouveaux modes de reporting. Vous connaissez tous le reporting, qui consiste à un bilan d'activité dans des tableaux Excel. Nous, on a créé ce qu'on a appelé le raconting. Voilà, rendre compte des nouveaux comportements et des nouvelles compétences qu'on ne peut pas encapsuler au travers uniquement de chiffres. Du coup, on a rapporté des récits de vie, des tranches de vie qui se déroulaient au silex, des interactions nouvelles, des nouveaux types de réunions qu'on a expérimentés, qu'on a beaucoup documentés, avec un retour d'expérience très précis et très concret. C'est ce que j'appelle la communication contextuelle. On explique ce qui se passe dans telle ou telle réunion ou dans telle ou telle interaction. Voilà, donc elle se faisait de façon continue, fréquente, directe, orale, aux décideurs, aux parties prenantes, quels qu'ils soient. Il s'agit moins de rendre des comptes, en fait, que de convaincre, d'apporter des exemples très concrets, des situations observées, voilà, des scènes de vie qui démontrent tout l'intérêt de ce type de lieu. Et il faut être très concret. Plus vous êtes concret et basé sur des situations précises et réelles, plus les acteurs concernés se reconnaîtront et soutiendront et démultiplieront le témoignage. Parce qu'évidemment, c'est les acteurs eux-mêmes qui venaient témoigner auprès de leurs équipes à l'intérieur de l'organisation, qu'est-ce qu'ils avaient vécu dans ce lieu.
Donc, plus que du reporting, pensez au raconting. Voilà, et embarquer bien sûr les gens dans l'histoire, hein, le bouche à oreille, la curiosité va faire derrière le reste. Voilà. Et puis, dernier élément, on parle d'un lieu qui génère des nouveaux comportements et des nouvelles compétences. Voilà, comment elle s'observe, vous voyez, avec des situations de travail beaucoup plus interactives, beaucoup plus agiles, beaucoup plus ouvertes, hein, beaucoup plus directes aussi. Voilà, dans des espaces de travail, on avait créé des zones univers. Donc, il y avait l'univers classe maternelle, l'univers nature, où vous aviez plein d'informations sur des startups ou des travaux d'étudiants qui étaient liés à l'environnement. Vous aviez des univers au sport, où on avait des technologies voilà, qui permettaient de penser au corps, à la place du corps dans le monde du travail, en mode expérimental. Vous voyez un dirigeant ici qui s'amuse à tester un certain nombre de nos technologies. Voilà, un mobilier aussi là, très original, puisqu'il est à la fois très fermé. Quand vous étiez dedans, vous voyez, vous étiez vraiment en intimité, avec une lumière qui reproduit la lumière du soleil et surtout une sonorité très acoustiquement travaillée qui fait que vous avez l'impression d'être dans une bulle. Et pourtant, vous êtes ouvert sur l'extérieur avec ces deux grandes ouvertures que vous pouvez voir. Donc, le dedans, le dehors, voilà, le entre nous et avec les autres. On est vraiment dans des logiques d'hybridation et d'expérimentation de nouvelles façons d'être ensemble. Voilà, des travaux collectifs en sous-groupe qu'on pouvait trouver dans ce lieu. Voilà, une salle de cours avec des gens assis, allongés, voilà, qui prennent la parole à tout moment. Hein, et c'est aussi ce qu'on cherchait à tester avec des professeurs qui ont dû changer la façon de faire leurs cours. Hein, parce qu'il fallait d'abord construire la salle, il fallait ensuite changer l'espace à tout moment, il fallait faire bouger leurs étudiants dans différents espaces. Donc évidemment, le cours, la méthodologie, la pédagogie doivent suivre hein, quelque part. Et puis, dernier élément, c'est vous dire que cette expérimentation a aussi servi de base à la conception de notre nouveau campus, dont vous voyez ici l'image. Donc, EM Lyon a un projet de nouveau campus à horizon 2024, donc dans 2 ans, qui est bien évidemment en construction. 30 000 m² au centre-ville, donc c'est le retour de l'école au centre-ville, avec une conception et surtout un modèle pédagogique et des concepts qui sont directement issus de cette expérience à petite échelle, le travail des architectes et des promoteurs étant de passer à l'échelle justement des tests réalisés sur 1000 m² à hauteur de 30 000 m². Donc voilà, vous avez une vision d'un bâtiment très très transparent, très ouvert sur l'environnement, pas de barrières, pas de clôture, etc. Avec beaucoup de modularité, beaucoup de mobilité entre les étages. Et vous voyez l'intérieur avec des grands espaces, beaucoup de transparence, une rue commerçante. Hein, on fait l'analogie vraiment avec une grande surface où vous avez une rue qui est ouverte au public. On va pouvoir traverser EM Lyon et donc découvrir l'écosystème de l'école avec des accès privatifs qui sont plutôt sur les étages et avec la possibilité dans ce grand espace central de faire des manifestations, des projections, des réunions ouvertes sur la ville. Donc un lieu, vous voyez, où vous retrouvez finalement beaucoup de similarités et de choses assez proches hein, de ce qu'on a pu voir dans ce petit laboratoire. Voilà du coup pour cette histoire qui, alors un peu rapidement évidemment, évoquée avec vous, dans lequel, avant de vous laisser la parole pour quelques questions et de vous expliquer comment on va fonctionner pour la suite, j'en tire moi 3 enseignements que je voulais partager avec vous. Donc on va un peu quitter l'histoire maintenant, encore une fois une situation particulière, mais qui peut être effectivement assez inspirante. 3 enseignements que je partage avec vous et qu'on mettra évidemment en discussion. Le premier enseignement, c'est sur l'hybridation. Voilà, ce travail hybride, hein, ces espaces hybrides dont on parle beaucoup actuellement, qu'on limite, à mon avis, trop souvent justement au présentiel distanciel. Hein, c'est pour ça que je mets aux hybridations avec un S, parce que finalement, cette histoire et puis la réalité aujourd'hui de ce qu'on vit dans à la fois les salles de cours, les universités, les campus et la vie au travail, c'est des hybridations multiples, multidimensionnelles. Alors, c'est bien évidemment l'organisation du travail, mais on voit bien que ça concerne l'espace, mais aussi le temps. Hein, avec des façons de travailler qui vont être beaucoup plus individualisées en fonction, y compris des contraintes personnelles de chacun. Voilà. Comment on va prendre ça en compte dans les entreprises. Une hybridation humaine et culturelle. Vous avez vu dans l'espace Silex des rencontres informelles entre des gens très différents, jeunes, moins jeunes, dirigeants, enseignants, voilà, différentes
culture et profil aussi. Est-ce que l'entreprise de demain, les espaces de demain ne seront pas des espaces qui vont justement mélanger les clients, les partenaires, les collaborateurs, des membres de l'écosystème, voilà, comment effectivement on a une hybridation, peut-être aussi bien sûr des services entre eux, des départements entre eux, une hybridation besoins individuels, avec des gens qui ont besoin de revenir au bureau parce que mal installés chez eux, d'autres qui ont au contraire appris à travailler chez eux et qui sont bien, mais qui vont revenir pour d'autres choses. Donc, comment on va hybrider ces besoins individuels et essayer d'y répondre? Des activités multiples, ça on l'avait déjà avant, mais évidemment on le conserve. On a des gens qui ont besoin de venir au travail pour se concentrer, d'autres qui ont besoin de venir pour se socialiser. Voilà, donc tout ça, c'est des besoins différents qui doivent se refléter dans les espaces. Bien sûr, l'hybridation des technologies et des outils. Quand je parle de technologie, c'est des technologies qui peuvent être aussi manuelles, méthodologiques, des façons de travailler différentes. On a beaucoup, par exemple, eu recours au rituel quand on était à distance, voilà, pour se dire comment on allait ce matin à chaque fois qu'on branchait nos caméras et nos ordinateurs. Eh bien, il va falloir qu'on retrouve des technologies humaines quand on va se retrouver en face à face, pas simplement venir et se mettre derrière son poste de travail. Comment on va créer des temps collectifs. Voilà, pour moi, c'est des éléments de technologie aussi et d'outils. Voilà, et puis des lieux où on va bien sûr travailler, mais on va aussi apprendre, on va aussi vouloir se rencontrer. Je suis très frappé par l'attitude des étudiants aujourd'hui qui ont vu que l'école pouvait venir chez eux. Donc, ils ne vont plus à l'école, ils vont dans un lieu qui a d'autres finalités que simplement venir assister à des cours, qui viennent travailler en sous-groupe, ils viennent s'amuser, ils viennent réfléchir à leurs projets associatifs, ils viennent rencontrer d'autres personnes, ils viennent voilà, aussi pour des tranches de vie qui vont vivre sur le campus et qui sont tout à fait différentes de venir simplement apprendre. Donc une évolution des attentes par rapport à ces lieux. Et du coup, on dit effectivement les espaces aujourd'hui, il y a des finalités qui sont hybrides parce que mélangées, et j'allais dire c'est un peu tout ça à la fois quelque part. C'est des lieux d'activité professionnelle et sociale, multiples, voilà, de différentes natures et de différents types. C'est aussi des lieux de vie, on l'a dit. Je veux retrouver au travail finalement un certain confort que j'ai chez moi, d'où les tendances d'aménager des espaces de socialisation, des espaces bien-être, des espaces canapés, voilà, avec aussi la présence de la nature qui est vraiment très très importante aujourd'hui dans les espaces professionnels. Voilà, le lieu est aussi une marque employeur. Alors, on peut retirer du silex la capacité à faire parler les murs, j'allais dire, à faire en sorte que les espaces soient aussi des espaces de communication sur ce qu'est l'entreprise, sur son projet, ses activités, sa mission. Et donc, il va falloir apprendre à scénariser les lieux de travail ou les lieux éducatifs pour qu'ils puissent nous parler, qu'ils puissent nous nourrir et du coup créer des expériences qui peuvent soit attirer de nouveaux collaborateurs, soit attirer de nouveaux étudiants, soit simplement avoir du sens pour les gens qui viennent au bureau, pas seulement pour travailler. Voilà, les lieux, c'est aussi des démonstrateurs de l'écosystème. Je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se disent on va peut-être économiser du mètre carré parce que tout le monde ne va pas être ensemble au même moment, mais on va peut-être utiliser ce mètre carré pour accueillir des startups de nos industries, des partenaires de l'entreprise et finalement ouvrir les frontières de l'entreprise pour créer un écosystème qui sera pour partie logé chez nous. Et quand je viens, moi, dans l'entreprise, je découvre de nouveaux métiers, de nouveaux parties prenantes, de nouveaux partenaires. Et du coup, j'ai une vraie raison de revenir au bureau. Les lieux sont aussi des catalyseurs de nouveaux comportements. On l'a vu, on dépasse la simple logique de la multi-activité, mais on va aussi se servir des lieux pour créer de nouveaux comportements. Alors, dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est des comportements d'innovation. Donc, du coup, un lieu très disruptif, très dérangeant, qui crée du questionnement et de la remise en cause. Mais on peut aussi avoir comme vocation de créer des nouveaux comportements collectifs, par exemple. Donc, comment les lieux vont favoriser ce collectif, tout en permettant à chacun de s'isoler quand ils en ont besoin. Attention, donc comment on va concevoir voilà, ces comportements de collectif à l'intérieur des lieux. Voilà, ça peut être aussi des lieux qui servent à pallier ce que les individus n'ont pas chez eux, donc des lieux de silence, des lieux de concentration, des lieux où on va se ressourcer, tout simplement. Voilà, des lieux de bien-être. Donc, vous voyez, en fonction un petit peu des comportements qu'on veut solliciter, on va repenser complètement les lieux et pas que sur des bases fonctionnelles. Les lieux sont aussi des réponses aux enjeux de société, avec aujourd'hui toute la dimension environnementale. Moi, je raconte souvent une anecdote. Quand on a évoqué la construction d'un nouveau campus, on a des jeunes de 18 ans qui sont venus nous voir tout au début du projet
Donc nous, on pensait qu'ils allaient venir nous voir autour de cette idée où est-ce qu'on va avoir le bar des associations ou nos espaces pour pouvoir travailler entre nous. Pas du tout. Ils sont venus nous voir autour du bilan carbone. Comment vous vous assurez que la construction de ce campus a un bilan carbone neutre ou positif? Voilà. Donc, on a aujourd'hui aussi, au travers des transports, hein, on a appris effectivement à moins se déplacer. Les lieux doivent être des réponses aux enjeux de société, y compris les lieux multiples. J'ai un tiers-lieu à côté de chez moi qui m'évite de faire trop de trajets. Et puis, j'ai un lieu qui est aussi le reflet de la position de l'entreprise sur sa responsabilisation sociale, sociétale, environnementale. Nouveaux paramètres à prendre en compte. Les lieux sont bien sûr des réponses aux besoins des collaborateurs, me concentrer, retrouver de la solidarité, trouver des technologies que je n'ai pas chez moi, etc. Et des lieux d'inspiration et de ressourcement, parce que c'est aussi des lieux où il y a des conférences, où il y a des personnes différentes, où il y a de l'information sur l'entreprise. Voilà, tout ça pour vous dire que les espaces de travail sont en fait les reflets de la fin du modèle unique. Même temps, même espace, tout le monde au même moment, pour les mêmes besoins. Ben non, on est sur une multiplicité des besoins, multiplicité des acteurs, multiplicité des temps et des espaces. Et du coup, ça interpelle beaucoup le management ou l'enseignant quand on parle de pédagogie, puisqu'effectivement, il va falloir qu'on accompagne les managers pour qu'ils soient des metteurs en scène, des scénaristes de cet environnement en fonction de leur finalité, en fonction de leurs objectifs, en fonction des comportements qu'ils veulent souhaiter mettre en place dans leur équipe. Donc voilà, premier message, on est dans un monde d'hybridation et il va falloir effectivement trouver les combinaisons managériales et techniques et technologiques pour pouvoir répondre à cette hybridation. Alors ça m'amène à mon deuxième message, qui est de dire d'envisager simultanément, bien sûr, la réflexion sur les espaces d'apprentissage ou de travail, passer d'un modèle plutôt même espace, même lieu, à des modèles beaucoup plus ouverts, beaucoup plus adaptés à la diversité des besoins. Mais ça ne suffit pas de penser les espaces. Si on crée que les espaces, on va créer un effet waouh, mais qui ne va pas durer dans le temps. Il faut bien évidemment penser simultanément les modèles pédagogiques ou l'organisation du travail. On ne vient pas dans des salles de cours flexibles et modulaires pour se remettre tous par rang. Voilà. Et en même temps, bien sûr, les modèles rôles et pratiques managériales qui doivent avoir des rôles d'animation, des rôles d'expérience manager, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui vont donner de l'âme, de l'animation et avec les méthodes adaptées, bien évidemment, pour faire vivre ces lieux et en tirer le plein potentiel. Donc, deuxième message, pensez l'aspect systémique des choses. Ça ne sert à rien d'investir dans des espaces waouh si quelque part on ne fait pas évoluer le modèle managérial et les méthodologies ou l'organisation du travail qui les accompagnent. Et puis, troisième et dernier message, vous connaissez ça par cœur, hein, voilà, tout le monde est d'accord et tout le monde veut et tout le monde accepte, comprend le changement. Maintenant, pour changer, c'est un peu une autre affaire. Hein, et encore pour piloter le changement, c'est encore autre chose. Donc, ça m'amène à deux réflexions de conclusion, voilà, qui sont on n'est plus dans une logique de conduite du changement, au sens où on va prendre des collaborateurs par la main pour les faire passer d'un état A à un état B qu'on aurait bien défini et qui serait stable. Voilà. On est vraiment aujourd'hui dans mettre en place le pilotage de la transformation, c'est-à-dire que les acteurs deviennent des acteurs au sens plein du terme, c'est-à-dire qui jouent un rôle, qui s'approprient le changement, cette transformation en mode expérimental. On ne sait pas forcément où on va, on ne sait pas forcément quelle va être notre nouvelle organisation du travail, mais comment on prend le sujet, comment on le prend ensemble avec des managers qui sont beaucoup plus des facilitateurs de cette discussion. Et quelque part, l'objectif aujourd'hui est de mettre en dynamique l'organisation, mettre en dynamique les acteurs pour qu'ils créent eux-mêmes, et c'est tout ce qu'on a voulu créer dans notre laboratoire Silex, qu'eux-mêmes créent y compris leur espace, y compris leur environnement, qui est l'élément le plus visible, hein, quelque part, et le plus concret et tangible de cette transformation, et en même temps faire évoluer des comportements, des méthodes. Et ça me permet de vous dire que je crois qu'il faut qu'on sorte de l'idée qu'on avait un monde avant et qu'on va retrouver un monde d'après. Je pense que la clé, elle se situe ici et maintenant, dans ce que j'appelle le monde du pendant, c'est-à-dire une capacité à mettre sur la table de façon collective ces sujets d'espace, de méthode de travail et de management, et de se mettre en mode expérimental. Et aujourd'hui, je rencontre des entreprises qui disent « on ne sait pas quel sera le modèle d'après ». On va par contre se donner le droit d'essayer collectivement
un certain nombre de nouvelles formes d'organisation, nouvelles pratiques de l'espace, nouveaux modes de management, et on va réajuster très vite et peut-être conserver un certain nombre d'expériences qui seront réussies. Donc, on est moins dans la recherche d'un nouveau modèle, mais plutôt dans l'invention ensemble d'un modèle adapté à chacune des situations, qu'elles soient encore une fois éducatives ou entreprises. Voilà, j'espère ne pas avoir été ni trop long, ni trop abstrait, en tout cas dans mon propos. Avant de vous indiquer la deuxième étape, je vais arrêter ma présentation, peut-être se prendre 5 ou 10 minutes de questions que vous pouvez avoir mis sur le chat d'ailleurs, et qu'on peut reprendre rapidement, ou que vous pouvez évoquer en ouvrant votre micro si vous le souhaitez. Ensuite, que je vous annonce quand même la suite, c'est vous mettre en sous-groupe. Voilà, puisque là, je vous ai diffusé beaucoup d'informations hein, pour que vous puissiez en discuter entre vous, en petits groupes aléatoires, et puis bien sûr, revenir et échanger tous ensemble autour de ça. Donc, dans un premier temps, je regarde vos questions rapidement. Si quelqu'un a une question qu'il a envie, là, qui lui brûle les lèvres et qu'il a envie de poser, allez-y, ça me laisse le temps comme ça de lire un petit peu les questions que vous avez posées. Donc, question particulière là tout de suite. Alors, l'hybridation fait peur. Oui, mais je crois que d'abord, il faut relativiser l'hybridation parce que c'est quand même un concept finalement assez ancien. Hein. On a toujours voulu mettre de la transversalité dans les entreprises. On a pensé au mode projet. On a depuis longtemps développé dans nos écoles des doubles compétences, qui est une forme d'innovation, hein, quelque part, voilà, d'hybridation, pardon, enfin d'innovation et d'hybridation d'ailleurs. Je pense que l'innovation ouverte, hein, travailler avec d'autres en mode partenarial est aussi un marqueur de l'hybridation. Aujourd'hui, l'hybridation, on l'a tous vécu hein, avec le travail à domicile, avec voilà, de nouvelles formes déstructurées d'organisation du travail. Donc, je pense que c'est une réalité hein, aujourd'hui et que la performance de demain va être dans notre capacité à mélanger des dimensions qui sont parfois antagonismes hein, et de créer justement, de sortir des cases bien établies, de plus chercher les modèles de demain et d'inventer ensemble. On est dans l'ère de l'innovation managériale, hein, d'inventer des modèles mixtes entre distanciel, présentiel, individualisation et collectif, etc. Thierry, on a une question. Il y a Loïc Play de l'IESEC qui a levé la main, donc je lui passe, je lui passe la main. Normalement, Loïc, je vous ai demandé de… Merci. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour cette présentation, c'était super intéressant. Alors j'ai vu qu'il y avait une de mes questions qui était posée dans le chat, c'est sur le devenir du projet, puisque vous utilisiez toujours le passé pour parler de Silex, et je dois dire que ça m'a interpellé dès le départ. Et l'autre question, c'est par rapport au monde du pendant ou d'après, ou peu importe, j'aime bien l'expression du monde du pendant, mais sur la combinaison des injonctions paradoxales qui peuvent venir de la part des différents publics dont on doit hybrider les demandes et les besoins. Comment est-ce qu'on fait pour réussir, d'après vous, à gérer tout cela et à garder une place pour chacun? Parce que qui dit hybridation peut aussi dire déception multiple. Oui. Alors, il y a effectivement deux questions très différentes dans votre propos. Merci d'abord. Alors oui, je parle de cette expérience au passé parce que le Silex est fermé. Alors, c'est pour ça que j'en ai fait, moi, un retour d'expérience pour laisser une trace et puis aussi que d'autres puissent s'inspirer de ces enseignements. Alors, le Silex est fermé parce qu'encore une fois, ces lieux d'expérimentation, d'innovation ont parfois tendance à devenir des châteaux et à vivre leur propre vie en tant que tels. Or, vraiment, dans la philosophie qu'on avait, c'est d'être des passeurs. C'est donc de transformer, j'allais dire, le vaisseau amiral et l'organisation mère et de surtout pas devenir quelque chose de pérenne. L'innovation, par définition, elle doit être éphémère, elle doit avoir un rôle de transmission et il faut se l'appliquer à nous-mêmes quelque part. Donc, on a mis une expérience à durée déterminée dans le temps. Et à partir du moment où le projet du campus, qui est finalement la matérialisation de cette étape 2 hein, de la transformation de l'école, à partir du moment où ce campus est passé dans les mains des promoteurs, des architectes, est devenu une réalité, on aurait pu continuer. Mais en tout cas, on a aussi préféré marquer la fin de cette étape pour bien montrer qu'on passait à autre chose. Ce qui n'est pas si simple, hein, de vivre une telle aventure et quelque part de la clôturer. Mais je crois que l'innovation est par nature éphémère. Sans ça, c'est plus d'innovation. Voilà. C'était prévu comme tel au départ ?
Non, ce n'était pas prévu comme tel au départ, puisque vous avez compris qu'au départ, rien n'était vraiment prévu. On était en émergence, on était en incomplétude quelque part. Et il y a un moment, voilà, il y a eu le fait qu'on a été à 95% au bout de l'expérience et que c'était le moment de marquer une rupture dans une étape 2 de l'innovation, qui était l'innovation à grande échelle cette fois-ci et plus limitée à un démonstrateur local. Voilà, et votre deuxième question, du coup, effectivement, sur le monde du pendant, les contradictions, les injonctions paradoxales, je vais vous répondre, pardonnez-moi sûrement, de façon limitée au travers de 2 exemples. 2 cas très récents d'entreprises que j'ai vu prendre le problème en disant, ben voilà, on a des managers qui sont face à des demandes individuelles qui sont très différentes entre je dois m'occuper de mon enfant le matin et j'ai pris l'habitude de le faire, d'autres qui ont des activités le soir et qui doivent finir leur journée plus tôt, etc. Et un pauvre manager qui se dit, mais comment je gère tout ça et je ne veux pas passer ma semaine à gérer des emplois du temps. Donc voilà, ils se sont réunis en disant quelles sont les règles de vie qu'on se donne, les nouvelles règles de jeu qu'on va se donner. Et ils ont, après un processus très conversationnel, très ouvert, établi la règle suivante. Toutes les réunions collectives, tous les temps collectifs se feront, qu'ils soient en synchrone ou en asynchrone, entre 10h et midi et 12h et 14h. Ceux qui ont des impératifs le matin, ils s'organisent. Ceux qui veulent aller faire du sport entre midi et 2, ils s'organisent. Ceux qui ont des impératifs le soir, ils s'organisent. Travail individuel dédié dans ces plages-là, et travail collectif dans les plages sur lesquelles on s'est mis d'accord. Alors, c'est une réponse situationnelle, très locale, adaptée à une équipe, qui a permis de prendre en compte des injonctions paradoxales, de travailler à la fois sur l'individu, le collectif, les besoins du service de performance et les besoins individuels. Je ne sais pas si c'est un modèle, mais j'ai trouvé malin et surtout courageux la capacité qu'on a eue à recréer ces règles de vie collective. Puis un deuxième exemple, dans une grande boîte de conseil, donc là, rien à voir, à une énorme échelle, ils se sont dit, vous savez, les consultants sont déjà nomades, ont déjà cette pratique de l'open space, etc. Mais en même temps, ils ont une grande tour à la Défense avec une vingtaine d'étages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'en sait rien. Ils ont eu le courage de dire, on n'en sait rien. On ne saura pas ce que sera l'activité dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, on va expérimenter. Et chacune des practices du cabinet de conseil, donc des grands corps de métier, a 1 an d'expérimentation devant lui, avec un étage qui lui est confié. Il en fait ce qu'il veut, avec quelques méta-règles au sein du cabinet, notamment n'importe quel consultant peut habiter n'importe où en France, à partir du moment où il est à moins de 12 heures du client ou de son équipe, quelque part, et à chacun d'inventer l'utilisation des espaces qu'ils vont faire. Alors, il y en a qui ont invité des startups, il y en a qui ont décidé de revenir beaucoup en face à face, il y en a d'autres à l'étage du dessus qui ont décidé d'ouvrir à des clients et de permettre de faire un espace de coworking pour des gens de leur écosystème. Et du coup, chaque practice a nommé un ambassadeur qui est chargé de faire des retours d'expérience en direct. Ce groupe d'ambassadeurs se rencontre de façon très fréquente et de temps en temps, ils actent un certain nombre de règles ou de pratiques qui leur semblent positives pour l'ensemble du cabinet. Donc, ils appellent ça des effets cliquets. Voilà, on va faire évoluer l'organisation par effet cliquet en fonction de la remontée des expériences qui nous semblent intelligentes. Et on va se donner 1 an, c'est beaucoup 1 an, hein, cette expérimentation pour arriver à un modèle qui sera certainement différent, qui va avoir des enjeux très forts en matière de mètres carrés, d'organisation, etc., qui sera peut-être un modèle multimodal, c'est-à-dire avec peut-être des practices qui auront là aussi des façons de s'organiser très différentes. On n'en sait rien, mais en tout cas, on autorise l'ensemble du cabinet à cette expérimentation géante pendant 1 année. Voilà, je ne sais pas si j'y ai répondu, mais je crois que c'est des manières intelligentes, en tout cas, de dépasser ces injonctions, ces problématiques, ces obstacles et de rester coincé pour se mettre en mouvement, en fait. Merci beaucoup. Voilà, je regarde rapidement s'il y a peut-être encore une question. Le coût du projet, tiens, c'est intéressant parce que oui, bien sûr, enfin, un espace d'innovation et d'expérimentation de ce type-là coûte cher. Voilà, en mètres carrés, même si vous avez vu qu'on a été plutôt frugal dans notamment la manière dont on a équipé ce lieu au travers de partenariats, que ce soit en techno, etc. Je pense que c'est une vraie logique d'investissement avec le pari que la création de nouveaux comportements, d'une culture progressive sur l'innovation, avait un retour sur investissement bien plus important que le coût. C'est pour ça qu'on a aussi modifié notre mode de reporting. Si on ne communique que sur des éléments financiers KPI habituels, l'innovation, très vite, elle est coupée, elle n'a pas sa raison d'être. Si on communique sur des impacts
qualitatif, humain, y compris en matière de nouveaux services, nouveaux business. Là, on peut démontrer qu'il y a une valeur ajoutée pour l'école en matière d'évolution aussi de l'offre de services, des programmes offerts par l'école, etc. Alors, c'est évidemment un effort de tous les instants. C'est évidemment aussi une nécessité d'aligner des planètes entre une gouvernance qui croit à ça et puis derrière, évidemment, des investissements qui traduisent cette croyance. Donc des fenêtres qui sont cohérentes entre des décideurs, des financiers, des opérationnels et une stratégie qui est claire par rapport à ça. Voilà, je vous propose peut-être qu'on passe, on aura l'occasion encore de discuter ensemble, à quoi ressemblent les nouvelles salles de cours dans le nouveau campus de l'EM Lyon. Alors, à l'EM Lyon et Cully, on a fait évoluer nos salles de cours, mais contraints par des architectures qu'on ne pouvait pas évidemment manier à notre main. Je vous conseille, si vous êtes à Paris, d'aller voir notre campus à Paris. Boulevard Diderot, juste en face de la gare de Lyon. C'est un petit clin d'œil qui est un passage déjà à l'échelle de notre expérimentation, puisqu'on a 5000 m² sur des logiques très, très différentes. Vous serez, à mon avis, assez surpris de ce que vous allez voir. On a transformé notre campus à Shanghai et au Maroc, à Casablanca, pardonnez-moi, aussi sur ces normes-là. Voilà, avant le gros projet qui est ce nouveau campus de 30 000 m². Donc, on a, vous voyez, des impacts immédiats et visibles en termes de restructuration, en tout cas des locaux, partout où on pouvait le faire. Voilà, je vous propose… Oui. Il y a juste Louis qui lève la main en dernier, peut-être. Bien sûr. Louis, vas-y, si tu es parmi nous. Oui, bonsoir, merci beaucoup, c'est très intéressant. Moi, qui suis un Lyonnais, effectivement, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Silex, donc c'est très intéressant de le redécouvrir de cette manière. J'avais une question, justement, parce que en général, c'est aussi là où c'est complexe quand on met en place des projets de modernisation ou de transformation de ces espaces d'apprentissage, c'est dans la méthodologie de lancement, dans la gouvernance, dans les équipes et les personnes et les métiers impliqués. Est-ce que là-dessus, comment vous avez lancé les choses, quel a été l'ordre des étapes que vous avez mis en œuvre? Voilà, c'était un peu ça ma question. Alors, très intéressant parce que du coup, je pense qu'on a fait les choses d'une façon assez différente. Comme on ne savait pas où on allait et qu'on construisait chemin faisant, on a décidé de ne pas faire d'inauguration, de ne pas faire de lancement en grande pompe, de ne pas faire même de communication sur l'ouverture de ce lieu. On a laissé venir. On a laissé faire en s'appuyant sur nos premiers alliés, les premiers ambassadeurs, les plus curieux qui en ont parlé un petit peu dans leurs équipes, auprès de leurs étudiants, nos premiers cours, des profs qui disent « Ah, mais comment je peux faire cours dans un espace de ce type-là » des visiteurs extérieurs, des entreprises qui cherchaient tout simplement un espace et qui ont loué les mètres carrés et qui ont découvert qu'ils pouvaient du coup travailler différemment. Et vous savez, il y a aussi une tactique qui est se servir de l'extérieur pour faire bouger de l'intérieur. Donc, on a commencé à avoir des belles histoires qui circulaient sur ce Silex, venant notamment des entreprises, venant notamment de l'environnement, qui a progressivement généré un effet de bouche à oreille, de curiosité progressive, avec un accueil particulièrement soigné, la possibilité de prendre en compte les besoins de nos utilisateurs, puisqu'on était dans la modularité et dans la co-création. Et tout ça, j'allais dire, de bouche à oreille, s'est fait progressivement connaître. Donc, c'est un choix délibéré de ne pas avoir créé une promesse, un effet d'annonce, qu'on n'aurait peut-être pas pu tenir, mais au contraire d'être vraiment dans une logique plutôt d'humilité et de profil bas, j'allais dire, qui était aussi lié au lieu, quelque part, qui était aussi un des marqueurs du lieu, puisqu'on voulait faire une empreinte culturelle, rappelez-vous de ce lieu, changement de comportement, autour de dire « je ne sais pas », construisons ensemble, soyons agiles, voilà, tous ces comportements, on a essayé aussi de les matérialiser de façon très concrète. Par contre, quand on a fermé le lieu, on a fait une grande fête. On a vraiment là accueilli des centaines et des centaines de personnes pour vraiment aussi remercier et montrer et valoriser tout ce qui avait été fait. Donc, on s'y est pris un peu à l'envers par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est à reproduire, mais gardez peut-être en tête le fait de ne pas penser à tout, d'être plutôt dans une logique d'expérimentation, de co-construction et donc d'humilité, même si c'est peut-être un peu moins clinquant, entre guillemets, ou brillant, mais c'est la suite de l'histoire qui va être clinquante et qui va être réussie. Voilà, je vous propose de vous mettre maintenant en sous-groupe. Vous voyez, je pense mon écran, autour de 2 questions. On va vous proposer une vingtaine de minutes en groupe de 6 ou 7, allez, une dizaine de groupes à peu près, vous êtes 70.
Je vais juste vous demander d'aborder ces deux questions entre vous. Alors, vous ne vous connaissez pas, c'est aussi l'occasion de faire connaissance. Vous êtes sûrement de différentes industries, différents métiers. Ben, premier niveau, c'est que retenez-vous de cette conférence? Vos surprises, vos découvertes, qu'est-ce qui vous a marqué, voilà, avec quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce que vous avez encore des questions, des réflexions, ça suscite quoi en vous? Voilà, plutôt un peu le premier niveau de tiens, j'ai été surpris par, j'ai pas compris ça, voilà. Et c'est très très intéressant de pouvoir échanger entre vous sur ces surprises, j'allais dire. Et puis, la deuxième question, c'est alors qu'est-ce qui résonne avec votre propre situation? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui est cohérent? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui vous paraît transférable? Qu'est-ce qui vous paraît pas transférable? Ça vous donne envie de faire quoi aussi, hein? Si demain, vous devriez garder un truc de ce qu'on a dit et peut-être commencer à l'expérimenter, ce serait quoi? Vous voyez, donc là, vous faites le retour sur votre situation, que ce soit une institution d'éducation ou une entreprise. Et finalement, qu'est-ce qui, voilà, avec quoi vous repartez, j'allais dire, pour vous, de cette petite séquence de partage. Voilà, donc ces deux questions, on va, si vous en êtes d'accord, vous mettre en sous-groupe, on ne va pas vous demander votre avis d'ailleurs, hein, puisqu'on va le faire, en sous-groupe hétérogène, donc c'est la machine, j'allais dire, qui va générer ces sous-groupes. On vous proposera avec Anne-Charlotte de nouveau d'utiliser le petit outil pour vos restitutions. Je vais demander que dans chaque groupe, il y ait un porte-parole hein, qui sera chargé de rédiger, mais sous forme de quelques mots, hein, voilà, les deux réponses aux deux questions. Qu'est-ce qui vous a surpris? Alors, ça peut être une synthèse du groupe ou ça peut être même un désaccord, hein, ça peut être 2-3 points. Voilà, il y a différentes choses. On a envie de les restituer sans forcément faire une synthèse, ou ça peut être un point d'accord. Et puis, avec quoi vous repartez? Qu'est-ce qui résonne en vous? À vous d'imaginer la petite synthèse hein, qui vous va bien. On l'écrira du coup, comme ça, on pourra garder une trace sur cette application WooClap. Et puis, bien évidemment, on vous laissera la parole pour que vous puissiez l'exprimer et échanger entre vous. Voilà, donc alors on est un petit peu moins de participants. Donc je vais vous proposer de faire des groupes de 6. Voilà, ça vous permet comme ça d'être bien, voilà, d'être bien en interaction. Alors, on va donc, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez 20 minutes, vous aurez 1 minute avant, vous aurez l'annonce de votre téléportation vers la grande salle. Voilà, je vais donc créer 6 salles. On peut venir vous voir d'ailleurs, on peut échanger de l'information. Donc, vous allez être téléporté dans 1 minute. Voilà, en groupe de 6 ou 7. Thierry, peut-être rappeler les, Oui. les deux étapes rapidement que tu as présentées sur le PowerPoint. Oui, alors, qu'est-ce qui vous a surpris, premier niveau? Qu'est-ce que vous avez retenu? Voilà, c'est vraiment, tiens, ce concept m'intéresse, tiens, cette histoire m'intéresse, tiens, ce message m'intéresse, etc. Et puis, deuxièmement, c'est plutôt pour en faire quoi? Dans mon monde à moi, entre guillemets, dans mon organisation, voilà ce qui est possible, pas possible, ce qui serait intéressant, avec quoi je repars, etc. Mais en vous situant dans votre organisation à vous. OK pour tous? Allez, eh ben, c'est parti. Voilà, tout le monde nous rejoint progressivement. J'espère que la télédéportation n'était pas trop brutale. Un peu quand même, hein? Un petit peu quand même, oui, c'est ça. Ouais, dans des espaces de travail. Ça fait inspirer comme ça, c'est toujours très impoli, ça coupe la phrase un peu au milieu. Exactement, ouais. Désolé si on vous a coupé en plein élan lyrique. Mais on n'avait pas 20 minutes. On commençait la discussion là quand même un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de la mener à son terme. Alors, je vous propose qu'on le fasse tous ensemble. C'était aussi une occasion d'initier en tout cas une discussion en petit groupe. Alors, voilà, Anne-Charlotte vous met un lien dans WooClap. Donc, je propose que soit vous l'avez déjà ouvert, soit vous ne l'avez pas ouvert et on va tous se retrouver dans WooClap et on peut continuer à s'entendre. Voilà, et donc peut-être chacun des groupes, commencer à écrire le porte-parole de chacun des groupes, commencer à écrire, voilà, que retenez-vous de cette masterclass? Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Soucis techniques? Alors, vous voyez un beau nuage de points qui se construit sous nos yeux. Thierry, on peut tricher, même si on n'était pas porte-parole, on peut laisser un mot.
Ah, je crois que ça ne se verra pas. C'est vrai, ça se verra pas. Ouais. Okay. Bon, je triche alors. Bonjour Catherine, ça ne m'étonne pas. Oh, c'est très bien. Pour moi, c'est un compliment. Et après, vous pouvez peut-être une personne par groupe prendre la parole aussi parce que le langage sera peut-être plus clair comme vous avez plein d'idées, que ça bouge beaucoup. Voilà. Alors, qui veut commencer un premier commentaire voilà, de votre discussion sur cette première question, des éléments que vous avez retenus ou qui vous ont marqué? Allez, qui y va? Bah, écoutez, on peut y aller. Nous étions donc 6 dans ce groupe. Oui. Et parmi les éléments de réponse, c'était le fait de penser que les lieux aujourd'hui sont quand même souvent imposés, immuables, difficiles à moduler. Et du coup, la question aussi de la scalabilité, c'est vrai que ce qui s'est fait au Silex n'est pas obligatoirement transposable immédiatement sur ou de la même façon sur des espaces plus importants. En même temps, la présentation était super, donnait envie et les photos ont été très appréciées, qui donnaient à voir le concept, notamment pour des personnes qui avaient déjà suivi l'histoire de Silex depuis le début et qui le trouvaient à la fois inspiré et inspirant. Et l'autre remarque, c'était que le lieu avait permis de faire venir des gens pour lesquels le lieu n'était pas prévu au départ. Et ça, c'était vu comme un point très positif. Voilà pour la première question. Et après, on passera plus tard à la deuxième question avec un autre voclap aussi. Donc, n'hésitez pas à rebondir s'il y a d'autres porte-paroles de groupe qui souhaitent faire une petite synthèse de ce que vous avez retenu. Ne me laissez pas parler dans le vide. Alors, bon, nous, on était on a bien démarré la discussion. On a été un petit peu triste d'être tout de suite téléportés, là, mais on a trouvé vraiment que c'était extrêmement intéressant, extrêmement motivant, effectivement, de voir ce qui avait été fait à Silex et sur toutes les formes d'hybridation. Mais on est surtout revenu sur le fait, et je crois que c'est un avis qu'on partageait assez globalement dans le groupe, sur le fait que l'hybridation est peut-être pas assez perçue, alors je glisse un peu sur la deuxième question aussi, mais comme un véritable enjeu, ou du moins la mesure de l'enjeu de l'hybridation, là, est bien mise en évidence, et je trouve que on a trouvé que c'était très intéressant, mais c'est vrai qu'en termes de mise en œuvre dans ce qu'on connaît dans les entreprises, dans le travail, voilà, on pense que cet enjeu-là n'est pas assez mis en évidence ou n'est pas assez perçu. Parfait. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait faire Thierry, on ne t'entend pas. Moi, je veux bien. Allez-y. Moi, j'ai 2 choses que je retiens, plein d'autres choses, hein, mais la première, c'est cet éclairage sur la notion d'hybridation qu'on a souvent tendance à percevoir comme étant distanciel, présentiel, mais là, ça ouvre plutôt sur une diversité des lieux, d'usages, d'individus différents qui utilisent des espaces différents et surtout d'interpénétration, je dirais, et en fait d'ouverture, parce que ce qu'on apprend, c'est non seulement des gens qui travaillent ensemble, mais des gens qui accueillent d'autres gens, qui apprennent d'autres gens. Enfin, en tout cas, on a un espace qui devient une sorte d'agora, et d'agora un peu cité, l'agora comme l'agora grecque, de la cité grecque où tout le monde vient pour apprendre, pour participer, échanger et donner et recevoir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est l'importance de l'investissement requis pour réussir. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez, non? J'ai des problèmes de coupure de son. Oui, c'est bon là. Très bien, bon voilà. Parfait, je vous laisse aux autres exprimer, je n'ai pas besoin forcément de commenter, hein, donc merci en tout cas de... Est-ce qu'un dernier retour ou vous souhaitez passer à peut-être la phase d'après où ça sera peut-être plus simple de parler de votre expérience propre, mais s'il y a d'autres retours, on les prend avec grand plaisir. Vous étiez 6 ou 7 groupes, donc on vous écoute. Moi, je veux bien pour le groupe dans lequel j'étais. Alors, donc, on a trouvé la présentation très intéressante et le fait que ces espaces permettent de
justement, sont innovants et permettent de travailler différemment. Il y a des choses qui ont été déjà vues, par exemple les isoloirs qui existent déjà en entreprise, par exemple, qu'on a pu voir sur les photos, ou par exemple l'espace en classe avec les tapis et les différents petits, comme ça, les petits coins où les enfants peuvent aller. Ce qui a surpris, c'est le fait qu'il y ait de l'incertitude par rapport, on ne sait pas on ne sait pas le résultat. Voilà, donc il est soulevé le fait que voilà, dans notre monde, on aime bien aller, on aime bien que ce soit bien établi et que ce soit défini. Et là, c'est vraiment, on va dans l'inconnu et on ne sait pas ce qui en sortira de cette expérimentation. Et le côté aussi, lorsque vous avez parlé, c'était pour moi, que vous avez parlé des open space qui ne facilitaient pas la coopération, c'est quelque chose qui m'a surpris. Voilà. Oui, juste un petit mot là-dessus. Il y a beaucoup d'études, je pourrais vous donner les coordonnées, qui ont montré effectivement que les open space étaient, pour beaucoup en tout cas, des freins à la communication et à la coopération. Et quand vous voyez un certain nombre d'espaces aujourd'hui, je pense notamment à des espaces de programmeurs qui sont en open space, d'informaticiens avec chacun un casque voilà, sur les oreilles, avec finalement, on retrouve une certaine taylorisation finalement de l'activité où chacun travaille dans son coin. Alors, c'est pas inéluctable, attention. Je pense que l'open space peut être le meilleur comme le pire en fonction des deux autres dimensions que je vous ai mentionnées, c'est-à-dire l'animation, le management, et puis aussi l'organisation et les méthodes de travail, les méthodologies. Donc, l'open space n'est ni bon ni mauvais en soi. Il peut favoriser des comportements de coopération parce qu'on a plus de chances de se rencontrer, d'être ensemble, etc. Mais on constate aussi parfois qu'il peut générer du cloisonnement et de l'individualisation. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que l'espace en lui-même n'est qu'un des éléments de la transformation, mais un élément important, parce qu'il peut catalyser et inciter. Un autre groupe, je crois qu'il doit en rester encore un ou deux avant d'aller à Moi, je veux bien prendre la parole pour mon groupe où certains ont disparu. Avec plaisir. Nous, c'était des étonnements. Déjà, un premier étonnement autour de la classe de maternelle où on s'est dit que c'était quand même un super espace pour que les gens expérimentent d'autres postures, donc créer autrement. Dans notre groupe, c'était cet espace qui était étonnant. Après, on est parti sur une réflexion autour du fait que le numérique ne crée pas l'innovation et qu'on pouvait même aller vers une pensée autour du low-tech. Comment il y a une pensée du durable qui pourrait aller jusqu'à un numérique simplifié, après être passé par finalement un rêve du numérique partout. On est parti là-dessus. Puis l'évidence de la centralité de la pédagogie comme étant en fait le grand organisateur des usages par rapport aux intentions pédagogiques. Et pour finir, dans notre raisonnement qui a tourné, sur cette importance, quand tu as présenté à la fin cette quatrième évolution finalement de la pensée de l'espace, qui partait du taylorisme aux open space vers les espaces flexibles, vers finalement la perte d'étanchéité des temps et des espaces, qui fait que moi, ça m'a fait un effet d'étonnement assez fort. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça ouvre totalement la pensée des espaces, pour le coup, en fonction des usages, et ça augmente énormément et les déplacements et les modes d'articulation des espaces-temps. Voilà, ça a ouvert une porte assez vaste dans notre raisonnement. Voilà pour notre groupe. Merci beaucoup. Et je trouve que ça ouvre la porte à de l'innovation managériale, c'est-à-dire à un gros potentiel. Alors, bien sûr, c'est déroutant, bien sûr, c'est questionnant, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas à nous de prendre le sujet, j'allais dire, pour finalement inventer peut-être autre chose? Super. Alors, je ne sais pas si la deuxième question, ça fait partie de celle-ci. Je voulais savoir si le fait de réaménager les lieux, est-ce que ça permettait d'ouvrir aussi les esprits? Je parle de conduite de changement, par exemple. Alors, dans l'histoire que je vous ai racontée, c'était vraiment l'objectif. C'était que chacun sorte de sa routine. Je vous cite un exemple très concret. Un professeur qui vient faire un cours, alors il est venu repérer l'espace 8 jours avant, il me dit « mais je ne peux pas faire mon cours dans cet espace-là ».
nous, on l'a aidé à dire, mais si tu faisais ton cours autrement, et si tu faisais 4 séquences au lieu d'une séquence de 3 heures, tu en fais 4 dans des espaces différents, et comment tu gères les articulations, et qu'est-ce que tu fais? Et il s'est prêté au jeu, et finalement, voilà, il s'est transformé dans son comportement, dans sa façon de faire. Vous avez d'autres professeurs qui sont venus en disant, je ne ferai pas de cours dans cet espace-là, et on ne les a jamais revus. C'est OK. Pas de souci, on n'est pas dans de la contrainte. On est dans la possibilité, la création d'un contexte pour que chacun, effectivement, puisse s'approprier peut-être de nouvelles façons de faire. C'est la différence que je fais entre la conduite du changement, on dit, ben voilà, vous allez tous faire comme ça à partir de maintenant, et on va vous expliquer la démarche, on crée autre chose et on regarde ensemble comment chacun peut se l'approprier. Il faut accepter qu'il y ait des vitesses différentes, des temps de transformation différents. Voilà. Mais merci effectivement pour ce commentaire. Donc, c'est des espaces qui sont des vecteurs et des soutiens à la transformation des comportements, mais pas que. Ouais, c'est ça. On passe à la deuxième question, peut-être, Anne-Charlotte? C'est parti. Alors, du coup, là, c'est plutôt vos retours d'expérience. Et si jamais il y avait d'autres questions, comme il nous reste un petit peu de temps, vous pouvez aussi les écrire. Mais du coup, plutôt vos retours d'expérience et comment ça résonne en vous dans votre situation personnelle, professionnelle ou d'ailleurs perso. Alors, hein. Sur votre vue de répondant, en fait, vous avez un menu déroulant en haut à droite où vous pouvez choisir la catégorie si vous voulez que ce soit votre retour d'expérience ou des questions, ce qui viendra alimenter les colonnes que nous montre Anne-Charlotte. Et normalement, il y a 2 couleurs si cet outil est bien fait, ce que je crois. Une couleur rose et une couleur orange. Mais si vous êtes daltonien, du coup, c'est plus compliqué. Faites plutôt les catégories de Jean-Marie. Comme je propose, on n'est pas très nombreux, tout le monde peut écrire, on est d'accord? Oui, comme ça. N'hésitez pas à mettre vos contributions individuelles chacun. Complètement. On va vous laisser quelques minutes pour commencer à remplir et puis ensuite, voilà, ceux qui ont envie de commenter un peu. Il y a quelqu'un qui te cite, Thierry. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit 100% de moi, je pense que je l'ai lu quelque part, mais j'ai trouvé l'expression qui sonnait bien en tout cas, donc je serai modeste sur la paternité de cette citation. Les murs sont aussi dans les têtes, ça c'est tellement vrai, bravo pour une autre quote à retenir. Les murs sont tous dans les têtes, exactement. Ouais. Alors du coup, vous voyez un exemple pour décloisonner les têtes, on avait un espace sans mur pratiquement. On pouvait recréer des cloisons acoustiquement tout à fait performantes, le temps d'une réunion à 4, à 6, à 20, à 30, et quand c'était fini, on enlevait les cloisons à roulettes et du coup, on retrouvait un grand espace. Donc, c'est aussi une analogie pour se dire, sortons de nos cases, sortons de nos croyances, sortons de modèles de référence, en tout cas, essayons de nous donner le droit de faire ça. Et là, on a une matérialisation au travers de l'espace. C'est pour ça que l'espace est important, parce qu'il matérialise, il concrétise. Et ce qui apparaît comme impossible, on se rend compte que finalement, on peut le faire et on peut presque le faire soi-même de façon simple. Il y a plein de choses, j'essaie de faire dérouler pour vous montrer tout ce que vous dites, sortir du cadre administratif. Faut-il secouer les architectes ou modifier les locaux de leurs écoles? Projet de Learning Center sur un campus. L'espace ne suffit pas à créer le changement, il peut aider à le matérialiser, c'est vrai. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez cité avant sur les architectes, ou moi ce que j'appelais les aménageurs. Faut-il secouer les architectes ou modifier les locaux de leurs écoles? Moi, j'ai été assez frappé par, j'espère qu'il n'y a pas d'architecte ou d'aménageur intérieur, et j'accuse personne, mais par le côté assez traditionnel de l'offre en fait. Voilà, on a un espace, on a 1000 mètres carrés, on a 400 chaises et 200 tables à vous donner. Et en fait, c'est pas ça le sujet, quoi. Le sujet, c'est comment vous nous aidez dans notre mission de créer un lieu qui n'existe pas, destiné à changer des comportements. Et pour nos architectes de notre campus, c'est comment on a des concepts
qui sont un modèle pédagogique, comment vous nous aidez à rendre concret au travers d'un bâtiment ce concept pédagogique. Ce qui est tout à fait différent parce que du coup, on a fait un concours avec des architectes et on a bien vu des architectes qui étaient quand même assez vite sur des modèles qu'ils maîtrisaient bien et d'autres qui ont fait l'effort d'être complètement dans la compréhension de nos concepts et d'inventer finalement un geste architectural, mais qui est venu bien plus tard sur la base de la compréhension fine de nos concepts, et c'est avec ces gens-là qu'on a travaillé, quoi. Donc, il y a aussi à bousculer, pour reprendre un peu votre expression, effectivement, les modèles établis, y compris des fournisseurs hein, ou des acteurs de ces milieux-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a peut-être un ou deux d'entre vous qui veulent commenter ou donner un peu de substance autour de leurs quelques phrases. N'hésitez pas à regarder. Hein, on parle beaucoup de souplesse, effectivement. Oui, bonjour Si tu me permets, Thierry. Thierry. Ah, pardon. Ouais. Ça me fait beaucoup penser que si, tu l'as très bien résumé dans un slide, c'est le triptyque finalement espace, organisation et management. Parce que s'il n'y a pas un équilibre dans les trois, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait, que ça puisse fonctionner. Oui, et je dirais penser les trois en même temps. C'est-à-dire que dans notre espace modulaire, ouvert, etc., notre directeur général, quand il arrivait, il s'asseyait où il pouvait sur un pouf et du coup, il rencontrait un étudiant, il rencontrait un diplômé, il n'y a plus de secrétaire qui fait barrage, il n'y a plus de bureau château fort. Donc, la transformation du management, elle se fait aussi par ça, par ce symbole-là. Quoi. Voilà. Et donc, c'est parfois très simple, très concret, mais voilà, ça, c'est des tranches de vie que je ramenais. Une réunion où les gens sont dans la salle maternelle, ben, du coup, le management, il est obligatoirement transformé parce que confronté à des interactions complètement différentes. Alors, encore une fois, c'est modeste, ça ne transforme pas en profondeur, mais la multiplication, la répétition de scènes de ce type-là commence à tangibiliser aussi ce que pourrait être une autre façon de communiquer, d'être ensemble, d'être agile, d'inventer, etc., etc. Moi, ce que je trouve compliqué, tu vois, c'est ce que j'ai mis dans ma phrase incompréhensible là, mettre un peu plus d'itération dans les commandes alors qu'elles demandent des séquences. En résumé, quand on t'invite à créer un nouvel espace, moi je fais du conseil pédagogique et un travail, moi je suis envahie par le soleil toulousain, et de l'aide à repenser des espaces d'apprentissage, tu vois, et en général, ils font ça pour ensuite passer commande à des architectes. Donc, c'est ce que j'appelle en fait un mode séquentiel. Tu as d'abord un temps de travail très cérébral finalement, où si tu mets des démarches en design thinking, ils deviennent déjà un peu plus du maquettage, de la logique usagée. Mais après, tu as la commande aux archis et très peu d'itération dans les logiques de financement et de projet. Une fois que tu as pondu ton rapport qui est nos commandes aux architectes, ils se mettent au boulot. Mais le projet n'est pas forcément pensé pour que les archis soient remis à la pensée et à la créativité en démarche itérative. Et c'est ça que je trouve compliqué et que je vais en même temps essayer de mettre le bazar finalement dans le côté séquentiel des demandes. Voilà, j'en étais entre une piste et une question, quoi, finalement. Non, c'est clair. Et nous, on l'a vécu avec le passage à l'échelle à 30 000 m². À un moment, il y a des irréversibilités, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits séquentiels et qui s'inscrivent dans le dur et dans lesquels on ne peut pas revenir. Donc, on va évidemment… C'est pour ça que nous, on est parti d'une démarche mais extraordinairement ouverte. On a poussé à l'extrême tous les curseurs parce qu'on savait qu'on allait rentrer dans des champs de contraintes sur la sécurité, sur les matériaux, mais on s'est dit, plus on ouvre, ben plus quand même, quand on refermera, on aura fait des choses qu'on n'aurait pas pensé tout de suite si on avait fermé, quoi, quelque part. Et puis, je pense que le bon sujet, c'est l'aménagement. Parce qu'à un moment, il y a des murs, il y a des contraintes, il y a des flux d'aération. Par contre, l'aménagement, là, on peut être en mode beaucoup plus itératif en créant, par exemple, des salles tests, différentes salles tests, y compris dans des locaux qui existent déjà. Parce que du coup, ça, c'est génial. Le sujet des bureaux est un sujet sur lequel les gens se crispent tout de suite très vite. Ben, essayons. Mettons-les une salle, 50 m², voilà, puis une autre avec une autre configuration. Puis les gens testent, ils essayent, ils s'aperçoivent que tiens, si finalement ce qu'ils pensaient horrible n'est pas si mal que ça, etc. Et ça peut se faire chemin faisant avant de passer la grosse commande, j'allais dire. Ok. Je crois que dans l'ordre, il y a Loïc, je pense. Et non, après, il y a Karine Bott qui avait commencé à parler. Merci, tout à Anna. l'heure. Et ensuite, il y a Loïc. Anna. Oui, moi j'avais une question effectivement sur cette question d'ancrage, surtout effectivement, Thierry, tu es bien placé pour le savoir, nous sommes un grand groupe. Et du coup,
la notion d'ancrage, parce que même si on va par petits pas, on fait un petit pas, effectivement. Bon, on a un lieu maintenant, l'Agora, déjà, la technologie ne suit pas trop. Donc, quand tu fais des réunions hybrides, il y en a 3 à distance, tu n'as pas le son qui suit. Bon, ça, c'est effectivement rédhibitoire, je pense. Mais même ancré, parce qu'effectivement, ça demande quand même des habitudes, de changer les habitudes. Oui. De changer effectivement les pensées. Et du coup, et en fait, comme ça ne se fait pas à grande échelle, one shot, forcément, effectivement, les gens, ils retombent toujours dans des environnements où, en fait, on revient dans l'ancien mode. Oui. Et c'est vrai que c'est comment arriver effectivement à travailler sur un ancrage pour que derrière, effectivement, ça diffuse, quoi. Alors, la question, évidemment, elle est pertinente, elle est complexe, il n'y a sûrement pas Ouais. une réponse. Moi, ce que j'ai observé dans des situations très variées, alors pas que sur des espaces, sur vraiment des situations de transformation, hein, c'est, je me référerai au modèle de Piaget sur la maturité progressive des enfants, quoi. Il y a des périodes que j'appellerais d'assimilation, c'est-à-dire d'expérimentation, en fait, où on fait bouger d'abord les early adopters, d'abord les ambassadeurs, ceux qui veulent bien essayer. Alors, c'est petit, c'est local, c'est modeste. Ce qui est très important, c'est surtout le retour d'expérience, hein. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qui marche, et puis progressivement, par viralité, il y en a d'autres qui vont accrocher, et on va s'apercevoir qu'il y a un article qui dit que 10% d'une population peuvent changer une entreprise, hein, simplement. Donc, comment on a ce nuage-là des premiers innovants, quelque part. Et à un moment, c'est le phénomène de l'accommodation dans l'intelligence. Il se passe quelque chose, c'est ce que j'appelle l'effet cliquet d'apprentissage. L'organisation décrète quelque chose, quoi, qui fait qu'on ne reviendra plus en arrière sur un certain nombre de sujets. Et donc, on ancre dans l'organisation un certain nombre de changements qui ont d'abord été expérimentaux. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous raconte, mais quelque part, c'est là dont on a besoin d'un alignement des planètes. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a du local, du terrain, du petit, de l'apprentissage, et une direction qui est prête à un moment ou à un autre à ancrer un certain nombre de changements sur lesquels on ne revient plus en arrière. Et c'est comme ça, c'est une suite permanente d'assimilation-accommodation, quoi. Et ça veut dire que c'est vu comme par l'entreprise, effectivement, parce que moi je parle plus de côté de l'entreprise, bien sûr, c'est vu et c'est porté comme une vraie transformation. Oui. Sur lequel, effectivement, on souhaite s'engager. Parce que si on dit, parce que pour l'instant, si ce n'est pas un enjeu majeur, entre guillemets, même s'il y a des petites initiatives, ça ne va pas en fait percoler. C'est mon ressenti, hein, c'est mon retour d'expérience. Mais... Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, il y a quand même un incontournable dans la transformation et le changement. C'est une volonté de la direction générale, une vraie stratégie. Et après, il y a des façons de faire différentes. Il y a une façon de faire radicale, rapide, expérimentale, plus lente. Donc là, on est dans le comment, hein, parce que moi, je vous parlais du comment. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas le pourquoi et la conviction et que ce n'est pas porté à un moment ou à un autre, mais ça, c'est vrai, j'allais dire, alors cette fois-ci, dans toute situation, hein, de changement. Loïc, peut-être à vous la parole. Ouais, juste pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, il y a des travaux aussi en management qui montrent comment est-ce qu'on peut réussir à faire diffuser ce genre d'innovation, ce genre de changement au sein des organisations, en mettant en avant de façon très localisée les réussites qui sont faites, et progressivement des personnes vont se les approprier, vont les adapter de façon locale, jusqu'à un moment où de toute façon la direction générale n'aura pas d'autre moyen que de reconnaître ces différentes adaptations locales et de commencer à les institutionnaliser tout en les rationalisant a posteriori en quelque sorte, en expliquant que ça fait partie d'une stratégie d'entreprise. Et là, il y aura l'effet cliquet qui pourra d'autant plus facilement se faire. Mais ce sont des choses qui peuvent facilement échapper aussi à la direction de l'organisation. Et merci beaucoup. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ce que j'appelais nos petites victoires, nos premiers éléments de raconting, là, de première scène un peu. Et surtout, ces histoires, elles étaient racontées par les gens eux-mêmes. Ce n'est pas nous qui les portions. C'est tiens, tu as vu ce qui s'est passé là cet après-midi au Silex? Raconte-le à ton chef d'équipe, à ton directeur de département. Parle-en autour de toi. Et d'essayer de jouer cette viralité sur la base des bonnes premières histoires qui étaient très modestes, très petites, mais qui ont commencé à créer cet effet de contamination. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est super important. Et j'avais justement une question, Thierry, là-dessus. Est-ce que vous avez mené des travaux de recherche sur soit l'efficacité de l'enseignement ou sur l'efficacité de l'apprentissage par rapport à l'utilisation de ce lieu? Parce que on parlait tout à l'heure des open space et de toutes les idées reçues et de l'intuition qu'il peut y avoir autour des open space et de plein d'autres choses en management d'ailleurs, quant à la réalité d'effets supposés. Et en fait, les effets restent supposés mais sont jamais réels.
Et donc, je serais curieux d'en savoir un peu plus là-dessus, si jamais il y a eu des travaux de mener. Non, écoute, non, alors, de façon très, très honnête, on n'a pas fait de recherche dessus parce que d'abord, on a eu des cours, mais pas que. On a eu, je vous ai dit, des événements très, 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 très variés. C'était le Paris, donc on a eu du mal à être en posture un peu scientifique d'observation. Et chaque cours était différent. L'idée, c'est jamais 2 fois la même chose dans ce lieu. Donc, c'est très compliqué à avoir un protocole de recherche. Non, par contre, ce qu'on a pu voir, c'est effectivement des populations de pédagogues, d'enseignants qui étaient très centrés sur l'innovation pédagogique et là qu'on trouvait un terrain d'expression fabuleux et qu'on ramenait dans leur programme toutes ces innovations. Et puis, en même temps, des réfractaires purs et durs à l'innovation pédagogique qu'on n'a jamais vu dans ce lieu. Donc, ça a marqué quand même un petit peu les populations. Et puis, c'est pas grave. Hein, voilà, c'est comme ça. Encore une fois, on insistait, on obligeait personne. Hein. Mais on a vu quand même, c'était la période d'un boom de l'innovation pédagogique dans l'ensemble de l'école quand même. Hein. Alors, il y avait un peu grâce au Silex, mais pas que. Ça a en tout cas libéré les pédagogues qui avaient envie d'essayer d'expérimenter d'autres choses. Voilà, on a fait des cours à l'extérieur, on a fait des choses assez étonnantes qui n'étaient pas au Silex, hein, qui étaient cette fois-ci dans l'école. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, Loïc, je ne pense pas qu'il y ait un apprentissage amélioré, mais par contre, certainement des compétences nouvelles développées ou différentes en matière de communication, d'interactivité, de prise de parole. Parce que le lieu, en fait, pousse à agir différemment. Donc, je pense qu'il y a de nouvelles choses. Moi, ce que j'avais comme remarque était un peu différente parce que ce qui résonne également en moi, c'est que, alors c'est nouveaux espaces, moi j'avais regardé le campus de Paris avant, donc je connaissais déjà ce type d'espace en fait avant, mais ce qu'il apporte, c'est que c'est un espace nouveau, très changeant, et qu'on met les gens dans un espace qui les empêche de trouver un confort quelconque en fait. Donc ils sont en changement permanent, à redécouvrir un espace, à se remettre en cause, à se positionner différemment, et c'est ce qui fait que j'apprends des choses nouvelles, j'interagis différemment, je réfléchis différemment, je prends des risques, je me referme, hein, parce qu'il y a quand même toutes les situations qui sont possibles. Et ma question serait, alors je suis sûre et certaine, parce que l'humain est adaptable à tout, qu'une fois cette période de changement et d'absorption de ce nouvel espace passé, on reprend nos petites habitudes, les copains se retrouvent toujours au petit coin, au même coin, enfin on reprend certaines habitudes. Et la question qui se pose dans ce cas-là, c'est comment maintenir en permanence ce changement, parce que c'est lui qui est fécond. Vous avez dit tout à l'heure que ce manager que j'amène dans la salle de la maternelle, la première fois, ok, ça me perturbe, enfin la deuxième fois, ça va, ça me perturbera moins et dans ce cas-là, je ferai abstraction. Ou quand je suis assis dans un coin et je peux parler avec Père Paul ou Jacques de façon ouverte, bon, ce n'est pas une très grosse perturbation. Et je crois que l'enjeu, il est là, parce qu'on va avoir cet apport de la nouveauté et c'est de voir comment est-ce qu'on maintient la perturbation. Parce qu'en fait, j'imagine que derrière, même si on ne l'a pas dit, c'est que tout change et bouge autour de nous. Et il faut qu'on apprenne à bouger et de continuer de bouger en permanence. Merci beaucoup, Sana. Je n'ai pas de réponse. Vous avez totalement raison. Il y a une tendance naturelle de l'humain à revenir au modèle d'avant, justement, au monde d'avant. Voilà. Nous, notre petite fierté entre nous, c'est d'avoir suscité une vingtaine d'entreprises lyonnaises à finalement travailler sur leurs espaces de façon différente. Chacun l'a fait à sa façon, hein. Personne n'a copié le Silex, mais donc générer ce changement-là avec la compréhension effectivement de la transformation que ça nécessitait. Je pense que derrière tout ça, il y a une compétence clé qui est la capacité à la capacité à apprendre l'adaptation, quoi, finalement, hein, effectivement. Et si on pense que c'est une compétence clé fondamentale, j'allais dire que c'est à relayer ensuite par d'autres sujets, d'autres objets, comment on s'adapte à l'incertitude, quoi. Et j'allais dire que paradoxalement, le Covid a renforcé c'est pas paradoxalement, c'est le Covid a renforcé ça. On était un peu en avance de phase, mais le Covid nous a un peu donné raison, quoi, dans cette mise en inconfort permanent, parce qu'on a été 1 an et demi tous en inconfort, quoi, hein, donc. Et je retiens ce que vous avez dit, je peux comprendre que vous êtes showroom et que le mobilier n'arrête pas de changer et tout ça. Oui, tout à fait. C'était pas le mot de réponse. Ouais, c'est une façon très concrète sur cette dimension-là, effectivement, de créer de l'inconfort, mais aussi de la curiosité. C'est-à-dire que les gens revenaient. Qu'est-ce qui a changé, quoi? Les affichages sur le mur avaient changé. Vous voyez, le lieu était en mouvement permanent, quoi. Démonstrateur de cette dynamique qu'on voulait mettre dans les esprits. Ouais. Je soupçonne un de mes amis d'avoir mis la phrase « piquant cet exposé », mais je ne dénoncerai pas.
Voilà, encore, on peut terminer effectivement par aller un mot-clé chacun, c'est ça? C'est le nuage de… Exactement, mais je voulais pas couper les questions, donc s'il reste 5 minutes, donc s'il y a encore une question ou d'ailleurs un retour d'expérience, allez-y, c'est le moment. Là, c'était plutôt pour avoir le mot qui reste le plus Ouais, dans vos moi, je veux esprits. bien faire un retour d'expérience, parce que je n'ai pas de questions particulières. Le retour d'expérience, c'est surtout l'idée que nous, on est organisme de formation, on intervient chez des clients qui nous imposent leur salle, leur lieu. Donc, on n'a pas le choix. On débarque avec notre caisse à outils. Il faut qu'on bricole dans le lieu qui sera attribué. Quand nous avons rarement des lieux aussi modernes que ce que tu as proposé, Thierry, on est vraiment dans ce que tu dis, la mise en mouvement, et on fait sortir les gens. Qu'on soit sur des sessions d'une demi-journée, d'une journée ou 2 jours, dans les retours, les évaluations de nos apprenants, ce que l'on remarque, c'est les meilleures évaluations viennent quand ils sont sortis, quand ils vont être en sous-groupe dans une 2e salle, dans une 3e salle, quand on va les faire marcher, parce qu'il y a des grands couloirs, on leur dit, tiens, va marcher, fais ton exercice et reviens. Mais le paradoxe, c'est que c'est parfois très bizarrement perçu par le commanditaire, le RH ou le DRH, qui n'était pas dans cette réflexion que tu as pointée tout à l'heure, le pourquoi on fait ça. On ne fait pas ça pour faire du fun et le baby-foot parce que c'est sympa. On fait ça parce qu'on sait que la mise en mouvement, c'est ce qui va permettre l'ancrage, la discussion, l'atypisme qui fait que les gens repartent en gardant quelque chose. Mais c'est quand tu es prestataire comme nous, travaillant dans des grands groupes qui parfois n'ont pas eu cette réflexion-là, je me sens parfois comme un militant avec un balcon de pèlerin que j'ai depuis 10 ans en main quand même sur l'innovation. Et voilà, c'était mon retour d'expérience. On fait avec ce qu'on a aussi, mais voilà. Non, mais très bien, et merci Catherine, parce que finalement ce qu'on dit là, c'est un état d'esprit. Même dans un lieu très contraint, même dans comment on peut faire quand même et un petit peu. Et c'est aussi ça finalement un peu dernièrement, on était dans une salle, dans une tour de la Défense au dernier étage ou pas loin, une salle aveugle, il n'y avait même pas de fenêtre. J'en revenais pas. On était 9 avec un paperboard. On avait demandé un peu de matériel, on n'en avait pas. Bon, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et on a fait ça. Sinon, les gens s'ennuyaient. Enfin, vraiment s'ennuyaient. Bien sûr. Emmanuel, avant que vous partiez tout à l'heure, vous aviez une question, non? Non, mais j'étais une réaction par rapport à quelque chose qui avait été dit, mais c'est pas un problème. Là, il faut que j'y aille de toute façon. Merci. Merci beaucoup. Il y a Jean-Charles qui lève la main. J'ai une petite question. C'est quel est le poids réel de Serendipity Manager? Parce que j'ai l'impression qu'il pèse beaucoup finalement dans la réussite du lieu. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on avait réussi à faire, me semble-t-il, c'était ce que les gens appelaient, c'est différent ici, c'est-à-dire une façon d'être ensemble, une façon d'accueillir les gens, une façon de se parler, dont elle était la garante quelque part, dont elle était la porteuse. Alors, c'est une personne assez exceptionnelle en termes d'accueil, de sourire, de toutes ces choses-là qui changent la vie en fait. Et on a beaucoup parlé d'espace, on a beaucoup parlé de méthodologie, mais il y a un moment, il y a une exemplarité de quelqu'un qui porte le modèle. Et on s'est aperçu, beaucoup de gens finalement commençaient à être comme elle, quoi. Et ça a créé très modestement une composante importante du modèle. C'est pour ça que quand je vois des entreprises qui me font visiter leur lieu, je leur dis tout de suite où sont les humains qui font vivre le lieu quelque part. Et quand ils n'ont pas de réponse à ça, je suis inquiet parce que ça va être un beau lieu, point, quoi. Et c'est là qu'on va reprendre nos habitudes habituelles. Donc voilà, elle était aussi dans l'incitation à bousculer en permanence, quoi. Donc oui, rôle fondamental. Il faut trouver le bon profil. Ouais. Donc on va rester avec le raconting comme mot-clé, c'est génial. Comme mot dominant, en tout cas, de sa hybridation est pas loin, mouvement est pas loin, dynamique du changement aussi. Donc, merci, parce que du coup, c'était un peu ces sujets-là qu'on a voulu évoquer avec vous en passant par le physique, l'humain, le concret, les chaises, les tables. Et puis, la prochaine fois, on va plutôt essayer d'aller voir ce qui se passe dans le monde virtuel. Voilà. Ce sera, j'espère, vous aurez envie de découvrir la suite. Anna, Anne-Charlotte, vous voulez terminer, conclure? Moi, je reprends juste le jeu de mots à l'écran, que c'était très piquant, Thierry, tout ce que
tout ce que tu nous as raconté. Non, c'est passionnant et des enjeux qui sont partagés par tous les acteurs de la formation. Et du coup, merci à toi et merci à Anna, Jean-Marie et à vous tous pour votre participation surtout. On se retrouve le 28 avril, mais on vous enverra tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Au 28. Merci, super. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.